Salut à tous, je suis Naïm Terrache et bienvenue dans La Grande Évasion. Ici, on vise la liberté financière sous toutes ses formes, on parle investissement, business, argent et développement. Si toi aussi tu veux t'évader de la routine et de ton boulot un jour, assieds-toi confortablement, on avance ensemble. Ce que je vais vous proposer est à la fois extrêmement lucratif et extrêmement risqué. T'as décidé de jouer le tout pour le tout, de ramasser le paquet et de te tirer à Vegas, c'est ça? Non, c'était un petit peu plus compliqué que ça. Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Alors là, vous risquez pas la camisole, vous. Salut à tous et bienvenue dans La Grande Évasion, dans cet épisode consacré à Milena et John. Imaginez-vous dévaler les routes sinueuses de la France, s'immerger dans la culture riche de l'Italie, admirer la beauté tranquille de la Slovénie, se perdre dans le charme de la Croatie, puis se laisser surprendre par les merveilles de la Bosnie, du Monténégro, de l'Albanie et bien d'autres encore. Et qu'est-ce que vous diriez de quitter ensuite les rives européennes pour s'immerger dans les couleurs vives de la Thaïlande, de respirer la sérénité du Laos, s'émerveiller devant les paysages époustouflants du Vietnam ou encore de s'initier à la modernité singulière de Singapour. Milena et John n'ont pas seulement rêvé de ce voyage, ils l'ont vécu avec leur fille. Une aventure familiale à travers les continents, les cultures et les expériences. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on plonge au cœur de cette odyssée, de la préparation à l'inattendu, des montagnes de l'Europe aux jungles d'Asie. Préparez-vous à être transportés parce que je l'ai été aussi. Je terminerai par cette citation de Bouvier. Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. Voici Milena et John dans La Grande Évasion. Milena et John, bienvenue dans La Grande Évasion. Salut. Merci beaucoup. Alors, vous m'avez dit tous les deux que vous aviez la pression pour faire cette interview. Mais en fait, c'est moi qui ai la pression. Parce que, tout simplement, j'ai jamais fait plus d'un invité à la fois. Donc là, vous êtes deux invités et moi, je suis tout seul, je me sens un petit peu seul. C'est important, nouveauté. L'infériorité numérique. Ça va bien se passer. Alors, par où je pourrais commencer? J'ai beaucoup réfléchi, j'ai ma petite liste de questions toujours, mais j'aimerais bien savoir déjà comment vous avez eu l'idée de faire ce tour du monde. C'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Et est-ce que on pourrait commencer par là? D'où est venue l'idée? Ouais. On s'est rencontrés après nos études et moi, l'idée après à la fin des études, j'avais envie de partir et de voyager. Et on était à légèrement décalage au niveau des études parce que toi, tu étais un peu plus avancé. Et donc, quand moi j'ai fini, toi, tu bossais déjà. Et donc, la vie a fait que les choses se sont enchaînées et que ce moment est passé. Alors quand tu dis toi, là tu es en train de t'adresser à John qui est juste à tes côtés. Ah je dis ça pour ceux qui écoutent, là, peut-être qu'ils s'en rendent Exactement. pas compte. Voilà. Et comme on a eu ce décalage, et cette ouverture où ce moment est passé... En fait, on a mis le doigt dans l'engrenage. C'est ça. C'était à ce moment-là. Dans l'engrenage de la machine. De la vie, ouais, c'est ça. De trouver un boulot, après t'achètes une maison, t'as des crédits, on a eu nos enfants et la vie passe, le temps passe trop vite. Et je pense que c'est quand même important de dire que au début, quand tu parlais de voyage, toi, tu étais plus sur un voyage à travers le monde. Ouais. Et au début, tu m'as dit juste voyage. Et je t'ai dit, écoute, voyage génial, c'est super. Et quand tu m'as dit à travers le monde, je t'ai dit hop. Attends, t'as vu la taille de la France? Et déjà, on a des tas de choses à découvrir en France, etc. Et voilà. Et on a commencé, c'est vrai que du coup, on voyageait comme ça au début. Et franchement, on est parti là-dessus au départ. Et on est rentré, effectivement, comme je disais, on a mis le doigt dans l'engrenage. On a commencé à vivre comme ça. Et après, on n'a plus trop reparlé de voyage tout de suite. Bah oui, parce qu'après, les choses s'enchaînent, le temps passe sans que tu t'en rendes compte. La vie, les enfants, vous avez deux filles. On a deux enfants, Okay. C'est ça, qui ont 7 et 10 ans aujourd'hui. Et puis, on a aussi eu des parcours professionnels qui sont quand même... c'est moi qui ai démarré d'abord. C'est ça. Ça s'est vraiment plutôt très bien passé. Toi, ensuite, t'as cherché un peu plus. Et finalement, ça a mis un peu plus de temps, s'est ça a bien marché. enchaîné et ça s'est très bien passé aussi. Et donc après, une fois que t'es installé dans ta vie Ça y et est. que t'as lancé... T'as coché toutes les cases. C'est ça, et puis t'es posé, tu te dis c'est bon, maintenant on est tranquille, le train roule, tu vois, Ouais. facile. Et là on s'est dit, mais en fait, Non. non, Mais je pense que c'est là Mais que c'est tout là. commence. Voilà, ouais. c'est ça. C'est là C'est- que, et c'est important ce que Ouais, tu viens de ouais. dire, le fait de cocher toutes les cases. Je pense qu'effectivement, tant que tu as des objectifs que tu n'as pas atteints professionnellement, personnellement, etc., et que tu es capable de t'oublier sur beaucoup de tes exigences, sur ta vie en fait personnelle, parce que tu t'affirmes à travers ta vie professionnelle pour atteindre ces objectifs. Ouais, Et- on t'a mis dans la tête depuis que t'es jeune qu'il faut atteindre ce Ouais, genre d'accord. d'objectif. Voilà, c'est Et donc l'éducation de une nos fois que tu grands-parents. commences,
après, tu te rends même plus compte que tu cours après un truc qui n'est pas forcément le rêve que tu avais. Voilà. Alors, ça part d'un rêve, donc. C'est ça. Donc, vous avez coché toutes les cases. Vous êtes installé, vous avez votre maison, vous avez vos enfants, et là, vous êtes heureux, donc normalement. C'est ça. Là, et là, non, pas du tout. Là, c'est la fin de l'été. C'est la fin d'un été. Alors, on est en quelle année? Non, mais juste pour la chronologie. Si. Là, tu parles de la fin d'un été, mais en fait, c'est la fin d'un été, c'est quand même l'arrivée c'est le bout du bout. C'est-à-dire que ça fait quand même des mois, voire des années que régulièrement, je vais pas dire tous les jours, mais que régulièrement tu rentres chez toi et tu te dis mais j'ai pas envie de vivre ça. C'est pas une vie, c'est une forme d'aliénation. J'y passe trop de temps. J'ai pas envie de travailler 5 jours et d'avoir 2 jours de week-end et que dans ces 2 jours, je dois faire des démarches, aller chez le médecin, etc. Et puis en plus, avec les enfants, tu te rends compte que le temps passe super vite. Et que tu profites pas d'eux. Ouais. Et du coup, tu te sens coupable. Tu te sens coupable. Et puis surtout, tu te dis, moi j'ai envie de les voir grandir, j'ai envie de passer du temps avec eux. Et en 5 minutes, elles ont 5 ans, elles ont 6 ans, et t'es là. Mais tout ça, c'est passé. Exact. Qu'est-ce qui reste? Je m'en ai pas rendu compte. L'importance du temps. Et c'est surtout à un moment, tu te dis, c'est très bien, on en parle. On parle de choses. Bon, alors là, on va leur expliquer. On leur explique. Il y a un plateau de gourmandise magnifique ramené par Neil. Et évidemment. On est en train de manger des baklava. C'est ça. Et tout le monde se sert. Alors, donc si vous entendez des bruits de miettes et tout, c'est normal. Soyez pas jaloux. C'est qu'on est heureux. Exactement. Et donc, effectivement, à un moment. Non, mais le moment a été précis. C'était vraiment fin d'été. Voilà. Je pense il y a 5 ans. Donc on est en 2023 aujourd'hui, donc on est en 2018 ou 19? Ouais, c'est ça. 2019 en fait, okay. On est en août 2019, c'est important vraiment, parce que la chronologie. C'est la dernière semaine de vacances, on sait qu'on va reprendre et tout. Mais on est surtout 5 mois avant de tous être confinés chez nous. Ouais. Oui, mais ça on le sait pas encore. On le sait pas encore. On le sait pas encore, mais c'est important. Mais ça va avoir une importance. C'est important de le dire parce que on n'est pas, ça n'a pas été le Covid en fait notre déclencheur. Non, et, on l'a eu avant. C'est quelque chose qui a mûri pendant longtemps. Et ça prend du temps de mettre en place un projet comme ça. C'est pas un coup de tête en fait, c'est quelque chose qui a mûri vraiment pendant longtemps. Et effectivement, là, on est à l'Oasis. On est à 1 semaine de la rentrée et on se dit en fait, voilà, on a eu nos 3 semaines de congés payés. Terminé. Et on doit recommencer et en fait, on n'a plus envie. Et en fait, non mais c'est important. Non mais c'est vrai, je suis allé faire les courses ce jour-là. En passant dans l'allée centrale, je vois une map monde, tu vois. Qui est en promo, etc., avec tous les pays du monde, sur le tableau en liège, on connaît tous. Et puis, je sais pas, je vois ça. Et puis comme tous les soirs, moi je regarde des trucs de voyage. Je rentre dans la chambre le soir, Milena est sur son téléphone comme tous les soirs. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Je m'évade. Elle me dit, je regarde des trucs de voyage. C'est ça. Et là, je sais pas ce que j'ai. Déclic. Mais j'ai un déclenchement. Et ça fait quand même des mois que je me dis, mais attends, là, si je fais rien, je vais me retrouver dans 5, 10, 15 ans. On n'aura rien fait, je me plains de ma vie au quotidien, je ne fais pas suffisamment pour en sortir. Et là, je sais pas, il y a un truc, il y a un déclencheur, et je dis à Milena, je dis, mais en fait, on va le faire ce voyage. Magnifique. Et Milena, elle me dit, ouais, on va le faire. Mais oui, évidemment, on en parle. T'as pas compris. On le fait. Ça y est. T'as pas compris, c'est là. Ok. On va le faire. Génial. C'est quoi? Demain, je retourne dans cette grande surface, je vais acheter ce plan, et on va tracer notre itinéraire, on va choisir les pays, on s'organise, ça y est, on plaque tout, on y va. Waouh. Et là, donc c'est là que voilà. c'est de là que ça part, c'est de là que tout part. Et c'est dur d'organiser quelque chose comme ça. Ça paraît quasiment insurmontable. Par où on commence? Mais en fait, au début, ça n'a pas l'air insurmontable parce qu'au début, tu fais quoi? Au début, tu vas t'acheter ta petite map ronde. Comme un idéaliste. Ta petite punaise, tu dis, ce pays, ça a l'air cool. Ah, tiens, j'irai bien. Ah, tiens, j'irai bien. Ah, ça a l'air sympa. Et après, tu dis, oh non, je vais pas aller là. Donc là, franchement, les papillons volent. Ça commence comme ça. Fleurs, c'est magnifique. Très bien. Ouais, et puis après, tu dis, attends, il y a quand même une histoire de climat. Et là, ça y est. Là, tu commences. Toi, dans l'autre engrenage. Exactement. Oui, mais là, tu commences vraiment dans le dur du voyage, mais avant même dans le dur de la préparation. Oui, mais là, tu te projettes dans les pays, alors que moi, je trouve la marche qui a été la plus dure à franchir pour quitter. En fait, c'est de quitter la vie que tu as mise en place. Alors, ouais, parce que on avait acheté une maison, on avait 2 maisons, donc 2 emprunts. Okay. On a nos enfants, donc elles sont à l'école. Bah oui. Toi, t'es en CDI.
moi, je suis indépendante, mais j'ai mis du temps avant d'avoir tous mes clients. Donc, c'est vrai que je pense que pour ceux qui nous écoutent là, et même pour moi, le truc le plus concret et le plus difficile à passer, c'est ça, le boulot. Vous avez fait comment concrètement? À partir du moment où John, et toi aussi, Milena, vous avez pris cette décision ce soir-là, vous avez fait quoi? Alors, c'est ce que je voulais dire en fait, c'est que quand Milena, elle dit le fait de quitter son boulot, etc. En fait, t'as quand même 2 étapes pour moi, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, c'est que t'as l'étape psychologique de te dire, bon, allez, ça y est, c'est bon, je quitte mon boulot, j'ai un bon salaire, j'ai un bon poste, j'ai fait plaisir à mes parents, j'ai fait plaisir, et c'est bon. Je me fous de ce statut, je passe à autre chose. Et donc il y a cette partie psychologique et tu as la partie concrète, matérielle derrière. C'est-à-dire qu'après tu as toutes les démarches administratives. Et là, on va y revenir après. Mais c'est surtout que c'est un engrenage, c'est-à-dire que tout est lié. Et à partir du moment où tu te dis qu'il va falloir défaire une partie, tout s'écroule un peu en chaîne, tu vois. Et donc c'est compliqué de savoir par où commencer à briser cette chaîne. Et que ça tienne le temps que tu partes, mais en même temps pouvoir préparer les choses. Donc... Et nous, quand même, on avait dit qu'en gros, on se donnait 1 an. C'était la fin de l'été, on s'était dit dans 1 an, l'été prochain on partira. On part, d'accord. 1 an, ça a été trop court. On n'a pas réussi, et surtout là, il y a eu le Covid. Et du coup... Un pangolin prêt. Ça passait. C'est ça. Mais finalement, du coup, avec le Covid, et puis même, en fait, ça prend du temps de tout mettre en place et de te défaire aussi psychologiquement des contraintes, des liens, de tout, justement. Et puis des objectifs que tu t'étais fixés et de te dire, en fait, là, je vais sortir du chemin classique, mais tout va bien se passer. Tu vois, alors que tout le monde te dit, mais en fait, vous avez 2 maisons. Enfin, tu vois, t'as même une maison de campagne, donc t'es censé avoir atteint un super objectif. Et nous, on est là, mais on va tout vendre, tu vois. Parce que, du coup, durant cette période, tu te demandes aussi, est-ce que je pars, mais je mets en pause, tu vois. Et puis, je reprendrai tout. Comme je l'ai laissé, et je m'offre des longues vacances en gros. D'acheter du temps en fait. Mais à partir du moment, dit ça, t'as tout dit en fait. Mais à partir du moment où nous on s'est lancé, c'était pas juste prendre de grandes vacances. C'était, on s'est rendu compte que toute cette vie en fait, c'est pas ce qu'on espérait avoir, et c'est pas là en fait qu'on voulait arriver. Donc on prend notre courage de demain de démonter tout ce système, c'est pas pour y revenir quand on aura fini. D'accord, donc il y a vraiment une rupture. Donc, ce qui a été long, c'est de se dire, en fait, on va vendre notre maison parce qu'on reviendra pas en région parisienne. Toi, tu vas quitter ton CDI, on va pas essayer de négocier 1 an de pause pour revenir parce que c'est pas le boulot que tu avais envie de faire. Tout ça, ça a été des discussions quand même. La maison, toi, au début, est-ce qu'on la loue pas? Je me permets juste d'interrompre, c'est important. Quand tu me dis on y reviendra après, n'y reviens pas, dis-nous directement, parce que ça fait partie de l'histoire. Ces moments-là, c'est important d'en parler maintenant, sinon on n'y reviendra pas. C'est pour ça que en fait, on était parti sur on va mettre 1 an pour préparer ça et on a mis 2 ans et demi. Parce que tout prend du temps. Moi, à un moment, j'ai comparé ça à une grossesse. Tu vois, la grossesse, ça dure 9 mois. T'es là, bon, ton bébé va grandir, mais en fait, pendant 9 mois, ton état d'esprit change et tu te prépares aussi à passer de un couple, un être humain, à être parent, responsabilité, famille. Enfin, et du coup, t'as besoin, ces 9 mois, ils sont pas là que pour ton bébé, il se développe. Toi aussi, t'as besoin de ces 9 mois. Et bah, c'est pareil pour le voyage. T'as besoin de ce temps où tu vas y penser, où tu vas changer d'état d'esprit, où tu vas te préparer à la suite, etc. Et donc, 2 ans et demi pour moi. 2 ans et demi. Donc, toi, John, t'abandonnes ton CDI, tu négocies, tu t'en vas, comment ça se passe concrètement? on va dire que j'ai eu une opportunité en fait. J'ai eu une opportunité d'une rupture conventionnelle. Parfait. Ok. Donc ça c'est tombé. Prévu. Donc pour nous, on s'est posé la question à un moment, mais finalement c'était bien. Non, ça a été finalement un peu long et heureusement qu'il y a eu le Covid parce que du coup, moi j'étais dans une boîte où et comme dans certainement beaucoup de sociétés, si tu dis je m'en vais, on te dit merci beaucoup monsieur, au revoir. Donc du coup, effectivement, tu peux difficilement arriver et dire c'est bon, je pars en tour du monde, je m'en vais et puis voilà. Donc du coup, il faut réussir à tendre des perches, à jouer suffisamment finement pour que effectivement, à un moment où on propose des ruptures conventionnelles, tu dis écoutez, ça m'intéresse et au départ on te dit en fait on propose des ruptures conventionnelles mais on pensait pas à toi.
Moi aussi. C'est pas trop pour toi. Moi, je pensais à moi. Et à un moment, tu leur dis, mais vous faites des ruptures pour diminuer les charges. Bah écoutez, je suis une charge non négligeable, donc voilà. Si ça vous intéresse, sachez que moi, faut aussi savoir que ça faisait 16 ans que j'étais dans la boîte. Ouais. Quand tu as fait 16 ans de boîte, ça n'existe plus aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'ai 44 ans. Je cherche combien de personnes de 44 ans ont fait 16 ans de boîte. Ça court pas les rues. Et donc du coup, je leur ai dit, j'ai fait le tour de la boîte et voilà. Mais donc là, ça veut dire que, et j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure, on rentre dans la partie administrative. Qui est lourde. Et la partie administrative, c'est pas lourd, c'est un enfer. Waouh. Alors ça, c'est vraiment le truc. Parce que nous, truc auquel on pense pas, quoi. Ou alors qu'on survole un peu en se disant ça va aller, quoi. Alors qu'on mesure pas, mais en même temps que quand tu te renseignes en fait au fur et à mesure de la préparation de ton voyage et en te renseignant, en écoutant des témoignages, en écoutant des podcasts de gens qui vont partir, qui sont revenus, en fait, t'entends souvent que la préparation, c'est quand même un moment qui est de plus en plus dur. Mais tu parles pour se préparer pour les voyages ou pour la préparation, là tu parles de la préparation pour un départ en tour du monde. Démarches administratives, notamment. Voilà, etc. Sachant qu'il n'y a pas un modèle. Nous, notre modèle, ça a été vraiment de tout bananer. C'est-à-dire qu'on a vendu les maisons, on a quitté les boulots, on revient pas. Voiture, ça a l'air simple. On n'a plus de voiture, on n'a plus tout ça. Quasiment plus de meubles, on a réduit au minimum ce qu'on avait. C'est bête, mais à un moment, techniquement, quand tu as vendu ta maison, que tu n'as plus de voiture et que tu n'es pas parti, tu vois, tu vis à l'hôtel, ça nous est pas arrivé à nous. Je sais qu'il y a des témoignages de gens et j'ai entendu que c'est comme ça qu'ils avaient géré. Nous, finalement, on s'est arrangé plutôt, on a eu beaucoup de chance et on était dans la famille. Ça s'est passé vraiment bien. On a vendu notre maison à des amis. D'accord, parfait. Et puis voilà. Tout s'est bien goupillé, quoi. Et tout s'est bien goupillé. Mais il y a des choses à savoir. C'est lourd parce que tout ça, c'est de l'administration. L'administration en France, c'est pas le truc qu'on aime le plus et qui est forcément plus facile. Et oui, vendre une maison, les notaires, les reports, les obtentions des prêts de tes acheteurs, quitter ton boulot. Est-ce que je vais pouvoir quitter mon boulot? À quel moment je vais pouvoir quitter mon boulot? Est-ce que je vais avoir... Vous avez eu des moments de doute avant le départ? Ouais. Franchement, je crois que... sur le voyage, on l'attendait tellement que du coup, on était trop contents d'y arriver. Mais c'est vrai que quasiment à la fin, à un moment, on s'est dit, est-ce qu'on fait pas une connerie? Tu vois, d'avoir tout quitté alors que normalement, on aspire tous à obtenir ça. Est-ce qu'on pourrait pas juste partir comme tout le monde et un mois peut-être en vacances, tu vois, dans un pays? Donc vous renégociez avec les personnes que vous étiez, genre on en a marre d'avoir juste 3 semaines de vacances et au moment de sauter sur la falaise. Ouais, t'es là, peut-être je pourrais négocier un mois de plus, mal. Tu vois, peut-être 2 mois de départ, tu vois, peut-être que je peux juste faire... Mais à un moment, t'as un doute, tu dis, est-ce que... Non mais t'as pas un doute, t'as peur. C'est pourquoi? D'après vous, t'as peur. Mais parce que vous n'êtes pas des gens qui... Tu sais pas ce que... tu vous sais n'avez ce que pas l'air tu d'avoir quittes, peur. mais tu sais pas ce que tu vas trouver. Et c'est toujours ça. Inconnu. Alors... Tu t'es rassuré parce que t'as... Et en plus, la société nous encourage à être rassuré et à avoir envie de ce genre de choses, alors que c'est pas en adéquation avec tes valeurs, tes envies. Et tu t'espères, tu vois, tu te projettes, tu fantasmes sur des choses, mais tu sais pas ce qui va se passer. Donc ce petit moment... on doute, saute pas, c'est vrai que vraiment à la toute fin, à un moment on s'est dit peut-être que 2 mois de vacances en fait c'était suffisant. Et comment vous les avez surmontés ces moments-là? Mais en fait c'est vrai que c'est impressionnant, mais sur le dernier mois on s'est regardé d'un seul coup. Franchement, je me revois en train de faire des cartons. La maison est quasiment vide. On se stoppe, on se regarde. Vendu déjà, bien sûr. Oui, mais parce que en plus d'avoir une maison, t'as tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bien sûr. Tu vois que ça fait 10 ans qu'on est dans notre maison. On a 2 enfants, tu stockes, tu sais même plus ce que tu as dans les combles et tout ça, et tu es en train de vider, et ça aussi, ça fait partie du processus, c'est-à-dire que tu te sépares et tu te dis, mais pourquoi avoir tout ça? Et du coup, tu changes vraiment d'état d'esprit, c'est-à-dire que en plus, on passe d'une maison de 120 mètres carrés à un camion qui fait 5 mètres carrés. Alors le camion, on va en parler après, Tu sais que là, sur le podcast, on va entendre que tu me coupes la parole. Là, on va avoir des preuves. Je suis tellement heureux. Ça va être énorme. Donc, c'est la postérité, là. Donc, on est en train de revenir sur ce que tu disais, sur ce moment eureka. Je termine ma phrase. On est en train de faire nos cartons. Et là, on se regarde d'un seul coup. C'est marrant parce qu'on se regarde tous les deux. Ouais. Et on se dit, mais on est tarés.
Ouais. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? On est en train de tout envoyer. Parce que c'est pas seulement toi aussi. Ouais, c'est ta famille. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu as passé le pas pour toi, tu te dis, mais là, je suis en train de sortir mes enfants du système scolaire. C'est incroyable. Je les emmène dans un truc, je sais pas dans quoi je les emmène. Ouais. Est-ce qu'elles ont envie de ça ou pas ? Tu vois, comment elles vont réagir à ça encore, aussi ? Nous, on a de la chance. Nos filles ont 6 et 9 ans. Quand on part, nos filles ont 6 et 9 ans. Ouais. Et bon, la petite a 6 ans, ils ont pas tellement de vie sociale, pas très prononcée, mais la grande, celle de 9 ans, qui a déjà en plus un truc social très prononcé, oui, elle commence à nous dire, on va quitter nos amis, je vais quitter mes amis, je vais quitter mon école. Comment vous leur montrez ? Alors là, on voit de votre côté à vous en tant qu'adulte, mais comment vous décidez de leur communiquer ce truc-là ? Comment vous leur vendez ? Parce que tout dans la vie, c'est la vente. Comment vous leur vendez le projet à vos filles ? Est-ce que vous faites une réunion de famille tous les 4 ? Depuis le début, on en parle avec elles et elles en entendent parler depuis 2 ans. Tu vois, D'accord. C'est pas un truc, on leur a dit, bon, demain on fait les valises, on s'en va, vous dites au revoir en une semaine, c'est réglé. Et le fait, je pense, de les baigner dans la préparation et d'avoir échangé avec elles et qu'elles nous entendent en parler, on laisse les maplons de sortie, tu vois, du coup, pour elles aussi, ça devient un nouvel objectif. Génial. Et c'est un nouvel univers. Ouais, bien sûr. Du coup, elles se familiarisent aussi avec ça. Ça n'empêche pas qu'avec le recul, entre l'idée qu'elles se faisaient en tant qu'enfants du tour du monde, et puis au bout de quelques mois, on leur repose la question, ou là, même, on leur dit, bon, alors, entre ce que vous aviez imaginé, tout ça, il y a un monde. Ouais. Mais je pense que pour elles aussi, elles ont besoin de temps pour se préparer, et qu'il faut partager. Non, mais je pense qu'il faut être honnête. Je pense qu'on est très bons bricoleurs, on est très agiles de main, on est des mauvais commerciaux. Okay. Et je pense que ceux qui ont le mieux vendu le voyage à nos enfants, c'est tous les gens auxquels on en a parlé, dont toi. Ouais. Alors, toi, c'est différent parce que on en a parlé avec toi, tu étais hyper enthousiaste, etc. Mais on s'est pas vu ensemble avec les filles. Mais il y a plein de gens, on s'est vu avec les filles. Et quand on leur en parlait, ils nous disaient « Oh là là, mais c'est génial !» Et alors, le premier réflexe, à chaque fois, c'est de se tourner vers les filles. Mais d'ailleurs, les filles n'étaient pas là, mais quand on t'en a parlé, tu nous as dit tout de suite « Mais vos filles, elles vont tellement profiter !» Imagine-toi que quand nos filles sont à côté, les gens se tournent vers les filles et leur disent « Mais vous avez une chance inouïe !» Et alors, Althea, qui est la plus grande, qui du coup, elle avait quelques inquiétudes, en fait, c'était pas des réticences, mais elle avait des inquiétudes. Un peu d'inquiétude, c'est normal. Et en fait, les gens ont fait voler ça en éclats. D'accord. Parce qu'au bout d'un moment, elle s'est dit, mais c'est pas possible qu'il y ait autant de gens différents qui me disent que c'est si exceptionnel, que c'est une telle chance, et que ça soit pas bien. Ouais, il est là le cadeau, pour moi, c'est ça. Donc, du coup, je pense que c'est ça qui l'a fait basculer. Ouais, le retour positif de toutes les personnes avec qui t'en parles, que ce soit des amis proches, de la famille ou même des gens que tu croises, à chaque fois, c'est le retour qu'elles ont. Et donc, c'est sûr que c'est important. Selon moi, c'est la meilleure expérience de vie qu'on peut faire à un enfant ou à même un jeune, quoi, quelqu'un. Voyager autant, surtout comme je vous le disais tout à l'heure, pendant qu'on déjeunait, ces résultats-là, ces expériences, elles vont se cumuler avec le temps. C'est-à-dire qu'elles se rappelleront leur compas émotionnel, leur compas commercial, leur compas culturel. Il va contenir des souvenirs que vous leur avez offerts. Et rappelle-toi, papa, maman, regarde, tu te rappelles cette histoire au Japon, regarde, tu crois qu'il s'est laissé impressionner, maman, tu crois qu'elle a vu... Et ça forge quoi ? Ça forge un caractère, ça forge des gens différents. Et pour moi, il est là le cadeau. Et surtout de voir la façon dont réagissent tous ces gens qu'on a croisés en fait à travers les différents pays, parce que les gens... T'as beau dire, on est tous des êtres humains, on vit dans des cultures différentes et les gens ne réagissent pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que tu vas arriver au Laos ou au Cambodge ou même en Thaïlande, tu négocies avec les gens, c'est toujours de la négociation. D'ailleurs, c'est très sympa, c'est très drôle. Même les filles se sont prises au jeu et elles ont adoré. Mais tu vois, la négociation, ça peut parfois être tendu. Bien sûr. Et là, en fait, dans ces pays-là, tout se fait dans la douceur. Ça fait partie du jeu. Ils sont intrinsèquement doux, en fait. Il n'y a pas d'agressivité. Et je pense que le comportement de tous ces gens qu'on a pu traverser dans les différents pays, ça les enrichit vraiment de façon... Et je pense que c'est une sorte de bombe à retardement, en fait. Parce que totalement. Là, finalement, elles ont pris énormément d'expérience. Elles sont certainement en train de digérer ça, et je pense que dans des mois, dans des années, dans des dizaines d'années,
il y a des choses qui vont sortir et qui vont leur permettre de mûrir leurs acquis différemment. Pour ça, c'était aussi chouette que c'est mis du temps, parce que Anaë, on part, elle a 5 ans et demi ou 6 ans, non, 6 ans et demi. 6 ans et demi, et du coup, elle est rentrée en primaire, elle est quand même, plus indépendante, plus autonome. Sachant que elle, Anaë, à cet âge-là, elle, on lui dit on part, elle dit ok, c'est bon, on va aller en enfer, je suis avec vous. Et puis surtout, on va plus à l'école. Reviens. Bon, d'accord. Je vais faire un effort. Ça passe. Non, elle a qu'une envie, c'est de rester toute la journée avec nous, donc elle est ravie. Mais on l'a fait aussi à un moment où on se dit qu'elle va en garder une trace concrète. Tu vas pas juste. Pendant son évolution, voilà. c'est ça. Elle va garder ces souvenirs-là parce qu'elle est assez grande pour. Ok, alors donc là on a dérivé un peu sur les filles et l'importance que ça avait. On revient à la préparation du voyage. Donc, administrativement, vous arrivez quand même à avancer. Vous vendez la maison, vous vous débrouillez, etc. Le départ, c'est quand ? Le départ, on quitte donc la région parisienne en mars 2022. Ok, donc là, 1 mois, 2 mois, 3 mois avant, ça y est, vous avez tout fait. Vous êtes prêt à vous lancer. Et est-ce que vous connaissez votre itinéraire ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors là, c'est tout. En fait, faites quoi ? Nous, on fait le choix, parce que quand on dit tour du monde, une des premières questions aussi qu'on se pose, c'est comment on va le faire, tu vois. Quel choix de voyage on fait. Il y a 10 000 trajets. On s'est dit, est-ce que... Alors, il y en a qui font des tours du monde en avion, ce qui était clairement pas notre choix, parce que on voulait découvrir et prendre le temps de voir les pays les uns après les autres, et pas faire des sauts de puce en passant de destination de rêve à d'autres. Non, on voulait pas faire des sauts de site touristique en site touristique. Ouais, et parfait, puis tu changes d'un pays à une autre culture, enfin tu vois. Donc voilà, déjà l'avion, clairement c'était éliminé dès le départ. Justement, excuse-moi, je te coupe, mais ce qui est important là-dessus, c'est de revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que quand on part, finalement, nous, on ne part pas pour cocher une liste de pays, pour cocher une liste de sites touristiques. On part pas dans une optique de tourisme. En fait, quand on part, évidemment, on va voir plusieurs pays. Oui, et puis parce qu'on est curieux, mais c'est la curiosité, la rencontre. Voilà, et c'est là que moi aussi, je fais une évolution par rapport au fait de voyager qu'en France, etc. Je me dis, c'est quand même... Enfin voilà, aller à la rencontre de différentes cultures, c'est quand même essentiel dans le voyage. Mais finalement, à travers tout ça, ce qu'on s'achète vraiment, le luxe qu'on s'offre, c'est le temps. Ce que tu as dit tout à l'heure. Et ça, on en parlait, les gens nous demandaient effectivement pourquoi vous faites ça, comment, quel pays, combien. Et à chaque fois, je leur disais, mais ce qui est important, nous, on fait ça pour pouvoir passer du temps ensemble. Exact. C'est ça qu'on va chercher. Et en fait, on va le chercher à l'étranger. Parce qu'on aurait très bien pu le faire en France, pourquoi pas. On aurait pu. Mais évidemment, du point de vue culturel, c'est quand même un enrichissement différent. Mais surtout, il y a aussi une question qui est très terre à terre, c'est la question économique. Bien sûr. C'est-à-dire qu'avec telle enveloppe, tu fais tant de temps en France, et quand tu pars, évidemment déjà en Europe de l'Est, et alors à plus forte raison quand tu es en Asie du Sud-Est, ton temps, tu rentres dans un espace-temps différent. Ailleurs, bien sûr. Avec la même enveloppe, parce que finalement, malheureusement, c'est pas l'envie de partir qui te fait, enfin l'envie de revenir qui te fait revenir en France, c'est les euros que tu as sur ton compte en banque. Bien sûr. Et donc quand les euros te rappellent, voilà. Donc effectivement, partir en Europe de l'Est, etc., c'était un moyen de pouvoir voyager plus longtemps. D'accord, ok. Je reviens. Je te rends la parole. Ouais, tu m'as coupé. C'est bien, vous arrivez à vous gérer sans moi, je fais pas l'animateur, ça me va très bien. Non, mais on revient au comment voyager. Donc on a éliminé dès le départ l'avion. Ok. Moi, je me suis laissé la porte ouverte à beaucoup de choses, ce qui t'a beaucoup fait rire, mais à un moment, je me suis dit, en fait, je voulais pas partir avec un véhicule à moteur. Tu vois, j'étais là, c'est bon. Ok. Donc on s'est dit vélo, bien sûr. sac à dos, charrette avec un animal, enfin... Tout quand est on passé. se dit qu'on peut faire un tour du monde, on peut penser à tout. Donc voilà, on s'est posé plein de questions. Non, et mais finalement... pour ceux qui connaissent pas Milena, il faut préciser que Milena sur un vélo, c'est quand même... non, on n'est pas pas obligé la de préciser ça. Absolue. Le voyage à vélo, c'était pas forcément... Mais si, à partir du moment où tu t'y mets, là, c'est possible. En revenant de voyage, t'es
affûté en partant. Et bah, ça fait partie du voyage. Donc, c'était une question à se poser. Et pour la question de la carriole, pour des chevaux, il faut savoir que Milena Vous avez passé combien de temps là-dessus? Ah ouais, parfait. On était donc dans le réalisme le plus total. Évidemment. Mais il faut se poser ces questions-là. Non, elle va mourir. C'est le visage se déforme, il faut pas la voir dans le noir, elle te fait peur. Parfait. Ok, donc il y a aussi ces questions-là. Ouais. Mais finalement, on a choisi de prendre un véhicule parce que aussi on voyage avec les filles et que malgré tout c'est le premier grand voyage qu'on fait avec elles. Tu vois, en dehors des vacances, c'est vraiment, on se dit sur le long terme comment ça va se gérer. Donc on décide en gros de faire une petite maison, un petit cocon. On se dit on va changer de pays toute l'année. Si on peut avoir un espace qui est un peu un ancrage et une zone de sécurité où elles savent, tu vois, il va pas y avoir grand chose de sûr durant tout ce voyage, ça va être que de la découverte, que de l'adaptation tout le temps, etc. Donc c'est bien. Et c'est là qu'on voit, voit nos limites à briser notre conception du confort. C'est-à-dire qu'on a, quand tu vends ta maison, que tu vends tout ça, que tu te dis je vais vivre dans un camion, déjà tu brises tes zones de confort. Bien sûr. C'est-à-dire que tu dis bon, voilà, je vais vivre dans un petit espace. D'ailleurs, les gens hallucinent quand ils viennent voir ton camion. Ils disent vous allez vivre à 4 dans cet espace-là, dans 6 mètres carrés. Vous êtes sûr? Enfin, vous. C'est ça. Et voilà. Mais malgré tout, nous, on se dit bon, il faut que les filles conservent une sorte de petite micro-chambre, tu vois, un espace lit avec. Parce qu'on se dit, il faut quand même qu'elles aient ces repères-là. Et en fait, finalement. C'était surtout une question de repères, une question de. On va changer tout le temps, on va s'adapter, etc. Mais vous avez un point où vous savez, tu vois. C'est un peu le petit truc de sécurité. Et donc, on n'est pas parti dès le départ en se disant, on va prendre les sacs à dos et on y va. Donc, comme on choisit ce système pour voyager, et ben en fait, on prévoit pas grand-chose sur l'itinéraire. D'accord. Parce qu'on est complètement indépendant, c'est-à-dire qu'on n'a aucune chambre d'hôtel à réserver, Parfait. On n'a pas de billet d'avion à réserver, on va juste prendre la route, et quand tu arrives au bout de la route, tu te dis on tourne à gauche ou à droite. Voilà. Tu vois, pure indépendance. Juste le climat. C'est ça. Donc notre seul truc c'était, est-ce qu'on va plutôt vers le nord, vers l'est ou vers le sud, mais voilà, la préparation clairement du voyage avec ce moyen de transport pour nous, c'était la liberté et c'était justement le fait de se laisser l'opportunité de voir ce qui va arriver. Donc pour nous, c'était pas une conception de se dire on va prendre des tickets à l'avance pour aller à tel endroit ou savoir exactement où on sera dans un mois. Enfin, vous y allez un peu pas à l'improviste, à l'improvisation. Non, parce que tu te renseignes sur les endroits que tu vas traverser. Quand même, vous aviez une zone C'est ça. Voilà. Alors, après, tu fais par rapport à tes rêves un peu, les endroits que tu as envie de découvrir. On avait envie de faire l'Europe du Nord, mais on s'est dit c'est près de la maison et c'est très cher. Donc, entre un mois dans les pays du Nord et puis 3 mois dans une autre zone, du coup, on a éliminé donc, le nord de l'Europe. Par la route, on s'est dit bon, nous ce qui nous a paru le mieux c'était de partir vers l'Europe de l'Est, donc on est descendu en Europe et on a fait une liste de pays, on s'est dit par là ça a l'air très sympa et en gros on prend la direction de la Grèce. D'accord, ok, donc vous êtes bien sûr à Paris en France et hop, vous décidez là de mettre le compas vers la Grèce à peu près quoi, selon ça c'est l'axe. Et donc on va voir par où on passe à peu près, on voulait pas prendre au début de bateau ou de choses comme ça, donc on dit il va falloir le faire par la route. En fait je crois que quand même quand on était encore dans cette maison de vacances en août, une des premières destinations où on rêvait d'aller c'était en Mongolie. D'accord. Donc tu vois, on s'est dit on va aller vers l'Asie centrale. Donc là je te dis Grèce pour l'Europe, mais en gros l'idée c'était de passer par là et puis de continuer vers l'Asie centrale. Voilà. En gros ça a été le premier point où on s'est dit bah ça va être notre direction. Alors après on fait un détour par le nord, par le sud, etc. Mais c'était notre direction principale. C'est ça, c'était le premier point qu'on s'était fixé et c'est là où quand tu commences à te renseigner sur les différents pays, tu te rends compte qu'il y en a que tu vas pouvoir traverser et d'autres que tu vas pas pouvoir traverser. Et là toi tu dis bah en fait j'ai envie de voyager, je prends mon camion et je vais n'importe où, mais c'est pas aussi simple. Il y a plein de routes en fait qu'on ne peut pas emprunter. Je précise quand même que c'était notre direction principale, les pays que nous n'avons finalement pas fait. Jamais. Évidemment parce que c'est le voyage. Mais, ça vous allez m'expliquer après. Mais voilà, donc l'Europe c'est facile. En tant que Français, en tant qu'Européen, tu traverses Schengen, toute l'Europe comme tu veux, t'as aucune restriction. Donc déjà le début t'as
en plus, t'as aucun visa à prévoir, t'as aucun visa à gérer avec des limitations de temps sur place ou des choses comme ça. Les postes de frontières, ils sont inexistants, donc facile. Donc là, on quitte la France, on fait le nord de l'Italie, parce qu'on connaît un peu l'Italie, mais pas cette zone, donc on se dit on va en profiter. On arrive en Slovénie, ensuite Croatie, on fait un petit détour en Bosnie. Après, on va au Monténégro, Albanie, Grèce. Et on sort de l'Europe, on se dit ça y est, première grande étape, et on arrive en Turquie. Et donc là, au départ, on s'était dit qu'on voulait aller en Mongolie. Et en fait, à partir de la Turquie, la frontière, c'est l'Iran. Donc, un peu tendu de premier abord quand tu dis je vais aller passer mes vacances en Iran, on est là, t'es sûr. Mais vraiment une destination auquel on tenait, on avait très envie d'y aller et d'y passer du temps, sauf que le temps passe et c'est le début de la révolution iranienne, donc il y a presque un an maintenant. Donc changement de plan, on peut plus aller vers l'Asie par la route. Déjà, on nous dit, si vous allez en Iran, en fait, vous devez juste le traverser en une semaine. Et nous, c'était pas notre plan. En fait, on voulait au moins y passer 2 mois. Donc, l'idée, c'était d'en profiter. Donc, l'Iran tombe à l'eau. C'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et à la sortie de la Turquie, les Russes passaient par la Géorgie pour pouvoir sortir facilement de cette zone avec toutes les frontières qui avaient été fermées pour eux. Donc, zone un petit peu tendue à ce moment-là aussi. L'Arménie et l'Azerbaïdjan, combat qui se met en place, conflit. Pour le Haut-Karabakh. Voilà. Les combats reprennent au Karabakh. C'est ça, donc pas possible au Karabakh, c'était ailleurs, mais bon, bref, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. C'est ça, donc toute la zone là commence à être tendue. Donc là, il te reste l'Irak et la Syrie. Et t'es là, qui sont des pays incroyablement beaux, naturellement, splendides, mais qui malheureusement trop compliqués. Quand tu voyages avec 2 petites filles de 6 et 9 ans, tu te dis c'est ça. Les zones de guerre, on va éviter. Normal. C'est ça. Donc là, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes en Turquie, donc vous avez toujours pas bougé. Là, on est encore en Turquie et on se dit, est-ce qu'on traverse vite l'Iran alors que c'était une destination qu'on voulait ? Mais en fait, sortie d'Iran, t'as une route, c'est le Pakistan. À part si tu piques vers le nord, mais comme je te dis, c'est compliqué. Donc là, si tu passes au Pakistan, tu as 1 semaine de prise en charge avec l'armée. Donc tu es en convoi. Wow. Et l'armée t'amène de poste de caserne en caserne et tu ne peux pas sortir du convoi en gros. Wow. Parce que en fait, c'est une région qui s'appelle le Baloutchistan, qui est au sud de l'Afghanistan, qui est dans la zone en fait où sont retranchés les terroristes, etc. Donc c'est une zone qui est très chaude. Donc ils prennent en charge, l'armée te prend en charge, toi public particulier, tu peux traverser la zone mais t'es sous escorte. Sous escorte militaire. Ils attendent qu'il y ait plusieurs voyageurs. C'est ça. Et tu il dors. Il y a plusieurs. C'est ça. Ils attendent qu'il y ait assez de voyageurs. Ils te prennent en charge avant la frontière entre l'Iran et le Pakistan, une 50aine de kilomètres avant d'arriver à la frontière. Et là. En fait, il y a une seule route qui passe et elle est vraiment tout près de l'Afghanistan et des montagnes. Et puis, il faut remettre dans le contexte, quelques mois auparavant, les drapeaux français brûlaient au Pakistan. Bien sûr. Parce que Macron avait eu des mots malheureux et que du coup, c'est... Donc, on se dit, alors, qu'est-ce que vous faites ? Pakistan comme ça... Et puis, c'est surtout qu'après le Pakistan, après, tu rentres en Inde, tu passes dans une région du monde qui n'est pas non plus très stable. Oui, et puis c'est très spécial comme destination, et pareil, nous on n'y est jamais allé, et tous les retours c'est soit t'adores, soit tu détestes. Donc, trop clivant. C'est hyper clivant, et on se dit, pas évident comme porte d'entrée vers l'Asie ou vers l'Orient pour les filles, quoi. Ok, c'est vrai, on peut pas commencer par ça, parce que c'est quand même une destination qui est difficile. Bien sûr. Donc vis-à-vis... Donc on se dit, là on enchaîne beaucoup de choses compliquées pour arriver en Inde. Après l'Inde, c'est le Bangladesh. Et après le Bangladesh, c'est la Birmanie, où il ne faut pas aller non plus. Parce que t'as la junte militaire qui a repris le pouvoir, c'est très chaud. Donc, c'est ça, de toute façon, tu n'as pas accès à ce pays-là. Là, on se dit... on fait quoi les plans changent. Alors, comment vous faites concrètement ? Vous vous asseyez, les filles vont dormir par exemple, et là, vous sortez les cartes du monde. J'essaie de m'imaginer, vous faites quoi ? En fait, là, on est en train de rouler dans le camion, et puis on se dit... vous êtes quand même sur la route tout le temps. Et là, on se dit quand même, oui, parce que ça fait un moment qu'on y pense, c'est souvent comme ça, on pense au truc chacun de notre côté.
Et puis à un moment, il y en a un qui en parle, et on dit bon, et c'est là qu'on se livre. Il sort en train de regarder l'horizon là. Qu'est-ce que t'en penses de l'Iran là? Ouais, non. Ce que Milena dit pas, c'est qu'en fait, à ce moment-là, on vient de quitter Istanbul, et à Istanbul, on a passé une semaine où on a croisé des familles de Français. Ouais. Et il y a une famille qui nous dit qu'elle est sur le point. Eux, ils reviennent de toute la partie Géorgie, etc. Et ils sont en train de repartir vers la Grèce. Et ils disent nous, on pose notre camion à Thessalonique, on prend un avion, on va en Asie du Sud-Est. D'accord. Une autre famille qui est là en même temps nous dit nous, on remonte l'Europe, on retourne en France, on laisse notre camion en France chez nous, on prend un avion, on va en Asie du Sud-Est. On va au Vietnam, Et là, du coup, on vous dites, c'est peut-être un trajet à faire, vu la situation. C'est peut-être pas mal. Donc, D'accord. On réfléchit à ça, on se dit alors attends, est-ce qu'on peut laisser le camion en Turquie? Alors, t'as un visa que de 3 mois, donc tu vas pas partir pour 3 mois en Asie du Sud-Est. Déjà, on voulait pas prendre d'avion, nous. Ouais. Et là, on se retrouve à envisager de prendre un avion. On se dit bon, si on le prend, il faut que ça soit pour quelque chose en réalité. Et donc, et puis de toute façon, on est rentré avec le camion. Tu peux pas rentrer avec ton camion et ressortir en avion. D'accord, c'est interdit. Ouais, si t'es rentré par la route, tu ressors par la route. Je savais pas ça. Mais comment vous faites pour savoir ces trucs-là? Ces infos, elles viennent d'où? Franchement, vous savez tout. Internet, non, tu sais rien en fait. Les voyageurs. Tu pars, tu sais rien, et puis tu trouves sur Internet. Mais je pense que les voyageurs que tu croises. Conseils aux voyageurs, choses comme ça. C'est une mine d'or. Les gens autour de vous. Okay. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça parce que on s'installe, parce que du coup on se dit bon, on peut pas rester en Turquie, il faut qu'on retourne en Grèce pour poser le camion. Ouais. Alors vous trouvez un truc pour poser le truc en Grèce, ouais. Est-ce qu'on le pose à Thessalonique au même endroit que les Français qu'on a croisés? Est-ce qu'on le pose à Athènes parce que c'est quand même la capitale? Et puis de toute façon là, on sait que tu retournes en Grèce, tu retournes en Europe. Ouais. Et là, tu te dis, mais l'Europe, merci. Ouais. Facile. Du coup, ça simplifie grandement les choses. Et là, on s'arrête sur un parking de Volcan. Tranquille, une journée normale. Voilà. Et puis, en Turquie. Et puis un autre camping-car, des Français. Et on commence à discuter avec eux, un couple de retraités très sympa et qui on est toujours. Ouais, et c'est drôle parce que du coup tu croises des voyageurs de toutes les générations. Ça aussi, on va en parler. Tous ceux qu'on a croisés sur le parking à Istanbul, là je vous dis des voyageurs, mais s'ils entendent le podcast et qu'ils entendent qu'on parle d'eux de façon anecdotique sans les nommer, on va avoir un scandale. On va les taguer, en commentaire, on va les taguer. Il y a des couples, il y a des plus jeunes, des retraités, il y a tout quoi, tu te rends compte qu'il y a les 3 cœurs autour du monde, Jean-Christophe Lebec. On mettra les liens des profils Instagram parce que je me rappelle en suivant votre épopée là sur Instagram que vous les taguiez. Je regardais un peu. Donc j'en voyais 2 ou 3, mais on fera le maximum pour les taguer pour qu'ils se reconnaissent. Et donc eux nous disent, donc ce couple qu'on croise de retraités nous disent nous on fait la même chose. Parce qu'on leur raconte, on leur dit tiens, on a mûri notre truc, on va retourner poser notre camion. Ils disent tiens, nous on retourne à Athènes, on va poser le camion chez un gars qui loue des vannes à Athènes et puis on prend l'avion, voilà. Et puis là, c'est 3 mois plus tard, je crois, un truc comme ça. Il faut savoir qu'ils nous disent ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est passé en Grèce, au mois d'août, ma sœur et sa famille est venue nous rejoindre. En Grèce, ils ont loué un van justement à Athènes. Et donc quand il dit ça, je me dis attends, un gars qui loue des vannes à Athènes, qui parle français, à mon avis, on en a déjà entendu parler. Et donc en fait, il nous donne le contact et je leur dis on connaît le gars, c'est là où ma sœur a loué, donc on appelle le gars. On lui dit je suis le frère de Célia, on vient, est-ce qu'on peut poser le camion? Pas de problème. Enfin, l'accueil grec quoi. Donc tarif abordable, j'imagine. Tarif très raisonnable. On avait payé 50 € par mois pour le camion. Donc c'était parking longue durée là. Facile. Le mec te dépose à l'aéroport en plus. Il te récupère à l'aéroport. Il te dépose, il va te chercher, il te propose de bouger le camion, de le démarrer, de tout ça. Ouais. Franchement super. Le rêve. Et donc en 3 semaines finalement. En 3 semaines, on se décide à poser de faire demi-tour, poser le camion à Athènes et de partir en Asie. Et là, il y a un truc qui est dur quand même, parce que tu te retrouves en Grèce à devoir profiter de ton voyage en Grèce, profiter du pays, et en même temps, il faut que tu prépares ton départ en Asie, préparer techniquement, c'est-à-dire où je le laisse, combien de temps, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, il faut que je graisse les joints de mon camion, il faut que j'enlève la batterie, il faut que tu fasses tout ça. Faut que tu continues à préparer ton voyage en Grèce, les sites touristiques, faut que tu visites et que tu profites, faut que tu fasses l'école, faut que tu...
Est-ce que faut que tu prépares tes sacs. Faut que tu prépares tes sacs à dos. Est-ce que en tant que couple, est-ce que vous avez senti que, par exemple, un de vous deux, vous vous êtes dit, mais si l'autre était pas là, je pourrais pas le faire. Mais clairement. Ouais. Et puis surtout, on a une chance d'être une bonne équipe. Ouais. Et je pense que ça change les choses. Et je pense que, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a conçu le voyage, mais t'es une équipe et tu roules à 2 ou à 4 avec les filles, mais c'est important de pouvoir te reposer sur l'autre et de savoir quels sont tes points forts, tes points faibles, se renvoyer la balle quand tu sais que toi, tu vas pas trop gérer ce point-là et que tu peux voir avec l'autre, mais t'as besoin. Enfin, en tout cas, ça prend tellement de temps. Enfin, c'est quand même presque un job à plein temps. C'est-à-dire que comme tu dois faire dans le temps actuel tout ce que tu as à faire dans la journée et en même temps prévoir ce qui va se passer dans 2 jours, parce que nous, en gros, le planning n'était pas prévu à plus de 2 jours, t'es là, il faut être dans le temps réel et en même temps un peu plus loin. Et puis, tu as toute l'organisation. Alors, tu as un rythme quand on voyage, nous, sur la route, donc avec notre camion. Et après, ça a été d'autres habitudes à mettre en place parce que du coup, l'Asie, on l'a fait en sac à dos. Et en même temps, de toute façon, c'est très important de préparer son voyage, c'est indéniable. Mais en fait, il faut savoir que c'est très important de le préparer tout en sachant que de toute façon, il est fort probable, pour pas dire obligatoire, que rien ne se passe comme prévu. Bien sûr. Que tout ne se passe pas comme prévu. C'est bien d'avoir une structure, un cœur de squelette, disons. Voilà. Et si tu commences à rentrer dans le détail et tout, franchement, c'est là qu'il faut vraiment... l'agilité est importante. L'agilité. C'est qu'il faut être capable de te dire, bon écoute, là c'est pas possible. Il ne faut pas stigmatiser là-dessus. Tu dis, c'est pas grave, allez, nous on est plutôt à l'aise avec ça. On a plus de facilité, on a une forte agilité et on est moins à l'aise sur le fait de tout préparer longuement à l'avance. Ce qui nous a coûté un peu plus d'énergie au Japon. Parce qu'on a fini par le Japon. Là, c'était encore une autre façon et là, au Japon, tu voyages pas au dernier moment. Tu peux pas. Il y a des moments où tu peux faire partout en Asie du Sud-Est. Quand tu arrives au Japon, si tu es dans le même mode, tu te dis, bon, là, c'est ça, mais parce il y a un problème. On est arrivé donc 3 semaines avant de quitter l'Europe. On commence à se préparer et on se dit, on arrive à Bangkok, on réserve 4 nuits. Tu vois, on se dit, on sait à quelle date on arrive, donc on réserve 4 nuits et puis après on verra. Et donc après, tout le temps d'arriver, de s'acclimater. Les 5 mois qui suivent, on se connaissait notre planning 2 jours à l'avance. Tu vois, à chaque fois on avance et on découvre et on voit où on peut aller et quel moyen de transport, etc. Mais c'est ça qui est génial aussi parce que ça signifie que quand tu arrives à un endroit que c'est beau, en fait, si tu veux, tu t'arrêtes et tu te dis pas, ah non, mais attends, moi j'ai une réservation pour 2 jours dans la ville d'à côté. C'est super. Tu te dis, mais là, où tu te dis, eux, ils sont vraiment, mais ils sont adorables. Ça nous est arrivé. On enchaîne 2 nuits. On reste une semaine là. Génial. On reste une semaine. Et en fait, c'est pas des rencontres, ça devient des amis. Bien sûr. Et ils te donnent des cours de cuisine et ils te. Et tu rencontres plus de gens en prenant ton temps et en sortant des sentiers battus, mais si tu commences à te renseigner que sur des sites de touristes, tu vas passer par le même chemin que tous les autres. Et quand tu as la chance d'avoir du temps, moi en tout cas, je me dis, c'est pas ça qu'il faut faire. Laisser du temps, se perdre dans les rues, quoi. Se paumer. Exactement. Ça a été, franchement, ça a été vraiment un tournant quand on est rentré au Laos. On est rentré au Laos, on a pris un slow boat. Une sorte d'immense barque en bois. Et tu navigues sur le Mekong. Tu viens de passer la barque en bois sur le Mekong. Franchement, ton cerveau a du mal à réaliser à quel point c'est beau, à quel point tu es heureux. Et voilà. Et en fait, il faut savoir que ce voyage se fait sur 2 jours. Que tu t'arrêtes dans un petit village qui s'appelle Pak Beng et que là, tu prends ton homestay. Et le lendemain matin, tu te lèves très tôt, tu reprends le bateau, tu repars pour le 2e jour. Et nous, en fait, quand on arrive, et là, on était avec une autre famille, qu'on va retrouver dans quelques jours en Belgique d'ailleurs, les Yolvebies, et c'est une famille d'origine turque qui vit en Belgique. Et on se met d'accord avec eux. Et d'ailleurs, on était aussi avec Saïd Blogger, qui est un guide de voyage que vous pouvez voir sur Instagram et sur YouTube, qui est vraiment... d'une gentillesse incroyable. C'était super de voyage avec eux. Et on décide en fait on se met d'accord avec eux. Et je me demande même si c'est pas eux qui nous le proposent. Et c'est marrant. Non mais en fait on s'était fait la réflexion toi et moi.
Et eux viennent nous voir et nous disent, ça vous dirait pas qu'on reste plus longtemps? Et là, on se dit, franchement, on s'était posé la question, on voulait vous demander. Donc du coup, on va au bureau du bateau. Sur le quai, t'essayes de retrouver un mec. Et un responsable, Et là, le gars nous dit, on voudrait pas repartir demain, on voudrait repartir dans 2 jours. Le gars nous dit, ok, tantôt, clac, hop, vous repartez. Et là, en fait, arrive le lendemain matin, tous les voyageurs partent, reprennent le bateau, s'en vont, et puis toi, tu vas te balader dans les rues avec tes enfants, avec tout ça, et puis les locaux te regardent et disent, vous avez loupé le bateau, vous êtes réveillé trop tard. Non, on vit. Non, en fait, on reste avec vous. Quoi? Pourquoi? Et puis c'est drôle parce que tu vois une nouvelle vie, tu vois. Et là, tu vas au marché. Tous les draps qui sont sortis parce que toutes les homestays, en fait, les gens restent une nuit. Tu vois, c'est vraiment, tu descends le Mekong, le chemin est trop long. Sur ta barque, t'as rien. Enfin, tu vois, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de salle où tu vas te détendre. T'as des sièges d'autocar qui sont posés au fond de la barque, qui sont même pas fixés. Et tu vas descendre comme ça va être magnifique. Mais il faut que tu aies pris ta nourriture parce que t'as rien. Enfin, et tu vas profiter. Et donc, le chemin est trop long, donc ils s'arrêtent tous dans cette ville-là. Forcément, les locaux... Non, dans ce petit village, on va dire. Déjà, le village, c'est gentil. C'est une sorte de village du Far West en version Laos. Le jungle, le long du Mekong. Mais tout le monde s'arrête là et les gens ne restent qu'une journée. Et le lendemain, tu reprends le même bateau et tu finis ton périple et là, tu arrives dans la prochaine ville. Et ce qui était chouette, c'était de rester et de voir toute leur vie parce que forcément, tous les draps sortent sur les balcons pour qu'ils soient secs pour le soir parce qu'il va y avoir un nouveau bateau qui arrive. Et là, tu vois, c'est... Là, il y a le marché. T'as le marché, des locaux. t'as tous les enfants qui sortent et tout. Les locaux te voient arriver, ils te disent qu'est-ce qu'ils font là? Et là, c'est là où il y a les meilleurs trucs. Là, tu vois les crapauds vivant dans les sacs plastiques avec une petite paille pour qu'ils puissent respirer, mais qui sont là. C'est un morceau de bambou à manger, quoi, en fait. Tu sais, qui est tenu et pour que l'air rentre et qu'ils puissent survivre quelques heures. Les légumes, les fruits, et tout ça avec leurs règles d'hygiène qui sont tellement loin des nôtres et qui sont tellement suffisantes en fait parce que finalement tu manges avec eux, tu manges la même chose qu'eux et puis t'es pas malade. Malade. Et là franchement quand t'es en Asie, je sais plus si c'était au Laos ou au Cambodge, au bout d'un moment je dis à Mina, je dis quand même, je sais pas si tu te rends compte, ça fait 2, 3 ou 4 mois, je me souviens un peu, qu'on mange dans ces boui-boui là, dans ces petits restos, c'est le mot là, en Asie du Sud-Est, c'est tout ça. Et franchement, quand tu le regardes, ça fait peur et on n'est pas malade. On n'est pas malade. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans les cuisines à Paris quand tu vas manger dans un restaurant et que tu chopes une intoxication alimentaire? J'ai pas envie de voir l'état des cuisines parce que c'est clair. Quand tu vois là, t'es pas malade, tu te dis ouh. Est-ce que ça forge un peu des trucs que vous avez déjà en tête, par exemple le fait qu'on se dise tous qu'on a un peu une culture aseptisée en Europe, tout doit être clean, tout doit être voilà. Est-ce que ça vous a changé un peu ce truc-là Non, mais radicalement. C'est même difficile de comprendre en fait, parce que tu es dans des pays où il fait chaud, où il fait humide, où tu sais que techniquement, je suis pas bactériologue, mais ça grosso se développe. Modo, tu vois, tout se développe, la vie, elle explose là-bas. Et tu dis, mais en fait, ils ont quasiment pas de réfrigérateur. Et en fait, tu tombes pas malade. C'est difficile même aujourd'hui, on est revenu en France. Et je sais très bien que si je vais acheter mon steak et je le laisse 4 jours dans mon réfrigérateur, au bout d'un moment, il sera plus bon et que je risque de tomber malade en le mangeant. Et en fait, pas là-bas. C'est bizarre. Et je sais pas, il y a un autre, c'est un autre oxygène, un autre air. Ils ont une façon Après, ils cuisinent frais aussi. Hein. Alors, t'as que de la cuisine fraîche. Le concept de surgeler et de trucs, t'oublies. T'es dans un autre monde. Et puis tu manges, et tu cuisines, tu manges ce qu'il y a et tu recommences le lendemain et tu fais avec ce qu'il y a avec aujourd'hui. Et ça fait tellement de bien en fait de vivre pendant 6 mois avec. Déjà encore, je dis 6 mois parce que c'était déjà le cas en fait, même auparavant en Europe de l'Est. Tu vis pendant 1 an avec que des produits frais,
Et tu te dis, mais en fait, tous ces pays-là, ils vivent avec des produits frais et ils vivent pas avec des produits manufacturés. Ça change tout, ça change tout. Est-ce que vous pensez que ça... Enfin, vous allez me dire oui, forcément, mais est-ce que vous avez vu vos filles évoluer sur des trucs comme ça, par exemple? Pas forcément le fait de voir la différence avec la cuisine en elle-même, mais ce tour du monde, cette évolution, est-ce que vous la notez concrètement sur les filles? Je pense qu'elles sont tout terrain dans le sens où on peut tout essayer. Ouais. Tu vois, elles sont moins limitées où elles apprennent moins les choses, elles se disent qu'on peut essayer avant de voir ce que ça donne. Les enfants ont déjà pas beaucoup de barrières, mais c'est sûr qu'après 6 mois en Asie, ça casse les barrières. Ouais, totalement. Et puis, juste le voyage, le fait de dire que tu vas te réadapter à chaque fois, qu'il y aura une solution, que tu peux... Que tu es chez toi partout, un peu. C'est ça, qu'il n'y a pas besoin de se mettre des barrières mentalement, tu vois. Ouais. Parce qu'on se limite vite et on se coupe de plein de possibilités. On se coupe de l'être humain. Mais soi-même, en fait, tu vois, avant même d'essayer quelque chose, tu vas commencer par faire une liste de choses insurmontables et du coup, tu n'auras pas essayé. Donc, je pense que cette notion-là, la limite va être un peu plus loin pour elles. Je dis pas qu'il n'y en aura pas, mais au moins, je pense qu'elles iront un peu plus loin avant de se limiter. Ok. Et elles sont hyper à l'aise, c'est-à-dire qu'elles vont à la rencontre des autres. Ouais. Chose qu'elles faisaient un peu moins avant. Alors, elles aimaient bien. Ou elles le faisaient déjà, ou ça a été accentué. Un peu, elles avaient envie, mais là c'est hyper facile. Ouais, et ça a clairement explosé, c'est vraiment impressionnant ça. Mais d'ailleurs, c'est même assez étrange parce que tu reviens en France et du coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même des barrières qui reviennent un petit peu. Il y a une sorte de timidité qui revient ici alors qu'elles l'avaient, mais clairement pas du tout là-bas en fait. Et puis là-bas, dès qu'elles entendaient quelqu'un parler français, en 2 secondes, elles avaient disparu, elles étaient allées les voir. D'elles-mêmes, naturellement. Directement. C'est un confort pour elles quand même. De retrouver des enfants d'une part, et de retrouver des enfants qui parlent français, c'était... du coup, il n'y a plus de timidité tout de suite. Ça, c'est génial, ça. Ouais, super. Et même, du coup, même pas en français. Même avec les locaux. En anglais, elles tentent, elles y vont. Et donc, pour ça, c'est chouette. Ok, alors on revient au Mekong. Et aux révélations de la ville qui redevient un village pour les villageois. C'est ça. À ce moment-là, vous avez quoi comme destination en tête? Alors nous, on est arrivé par la Thaïlande et l'idée, c'était d'avoir pris un avion et d'essayer de faire le plus de destinations possible par la route. Okay. Et surtout, on arrive dans un coin et on a envie de le découvrir. Ouais. Donc là... Le voyage change un peu parce qu'on a des visas et qu'on a une limite de temps par pays. Ok. Donc on a un mois, en gros, dans chaque pays. Et après, il faut que tu avances et que tu changes de pays. Donc l'agilité, c'est dont bien, tu parlais. Mais là, on rentre dans un truc, voilà. il faut commencer à prévoir, là, il faut commencer à dire, dans un mois, il faut que j'arrive à la frontière. Alors, tu as quand même la possibilité. Un mois, ça va. Tu as le temps de voir venir un peu. Ou alors ça vient vite. Oui, un mois c'est long et à la fois pour visiter un pays, un mois c'est court. C'est court. Tu dois prioriser. Donc, clairement, on n'a pas eu le temps de tout faire et puis c'était pas notre but. Mais quand même, tu dois te dire il faut avancer et j'aimerais aller à l'endroit d'après. Oui, de toute façon, en plus, c'est toujours trop court en fait. Oui. Parce que t'as tellement de choses à découvrir, t'es dans une culture qui est tellement. aux antipodes, éloignées de la tienne, parce que c'est vrai que quand tu descends l'Europe de l'Est, ça diverge par rapport à ta culture parce que c'est un monde orthodoxe ou musulman ou qui est un peu différent du tien. Quand tu arrives en Grèce, en revanche, tu dis ah la vache, mais je suis à la maison. Tu parles pas la langue, tu connais rien, c'est pas ton pays, t'es jamais venu ici, et pourtant tu te dis on a les références. Chez moi, parce que l'Empire grec, l'Empire romain s'inspire de l'Empire grec, et de toute façon, tout ce qu'on a aujourd'hui vient de là. Oui, donc c'est proche, et c'est sûr que là, on a... Nous, on a fait des études d'art, et quand tu étudies l'histoire de l'art, t'en as fait aussi, en fait, t'apprends les colonnes doriques, les colonnes ioniques, les temples, les frontons, en fait, t'étudies principalement quand même ce monde occidental. Et là, tu arrives en Asie. Non, clairement. On n'a pas du tout les références. Et là, tu peux plonger dans un autre monde et tu repars à zéro. Quand tu es en Grèce, j'allais dire tu fais le malin. Mais en tout cas, tu t'expliques à tes filles, tu ressors tes cours d'histoire de l'art, tes cours d'histoire, tes tout ça, etc. Et là, tu arrives en Asie et tu te dis je connais plus rien, les gars. Mais ça fait du bien aussi. Ensemble on leur a dit texto, on leur a dit écoute, là, nous, on connaissait parce que voilà, ça fait partie de notre culture.
Là, on découvre avec vous, quoi. Mm-hmm. Et donc, à partir de maintenant, il va falloir aller chercher les infos et on va découvrir ensemble. Et ça a été très drôle. Mais donc, il y avait quand même, quand on est arrivé à Bangkok, déjà, il faut dire, on est arrivé à Bangkok le jour de l'anniversaire de notre aînée. Ouais, elle a fêté ses 10 ans. Elle a fêté ses 10 ans à Bangkok. Pas mal. C'est chouette. Ça, c'est une belle case à cocher, ça. Elle est quand même un peu fière. Bravo. Et du coup, en fait, on tombe en Thaïlande au moment, là franchement, Milena a assuré, elle s'aperçoit qu'on tombe au moment du Loy Krathong, qui est en fait la fête des lanternes et des petites bougies sur l'eau. Wow. En Thaïlande, et Milena s'aperçoit qu'un des meilleurs endroits dans le pays pour profiter de ça, c'est dans le nord de la Thaïlande. Beaucoup en tout cas, sur toute la ville. À Chiang Mai. À Chiang Mai, ouais. Ah oui, dans la jungle, là, ouais. Et donc là, on arrive à Bangkok, on profite pendant quelques jours, on prend le train de nuit. Et là, le début du bonheur absolu pour moi, c'est-à-dire que moi j'avais envie de voyager en sac à dos et en train, mais alors là, ça a été une surrévélation. C'est la meilleure façon de voyager de la Terre, d'être dans le train avec les locaux. Parce qu'en fait, on va à Chiang Mai, il y a énormément de tourisme à ce moment-là, mais c'est un tourisme local. Ouais. Et donc le train est rempli de Thaïlandais. Magnifique. Qui vont fêter Chiang Mai là-haut, et donc on se retrouve avec les gens qui passent dans le train, avec des brochettes de poulet, avec des bambous, des bouchons des deux côtés. Elle nous proposait, on sait pas ce que c'est en fait. Et là, il y a une dame qui voit qu'on sait pas ce que c'est. Elle nous en apporte un, elle nous l'offre, elle nous dit tiens, tu l'ouvres comme ça, il y a le riz là-dedans, etc. Ça s'adapte, tu sens le monde qui vient, vas-y, assieds-toi. Et c'est content, et on se découvre, et voilà. Et une fois que tu as goûté le riz, tu pars en courant après la dame qui vient de passer avec des morceaux de bambou, et tu dis reviens, c'est trop bon, je les achète tous. Et on est tombé amoureux de la nourriture. Mais parce que ce train s'arrête à certains. Et c'est un train de nuit, donc tu te dis je vais dormir. Mais en fait, à certaines villes, t'as des dames qui sont sur les quais qui sont là que pour vendre de la nourriture. Donc elles arrivent, elles montent dans les wagons. Et tout le monde dort et c'est pas grave, elles arrivent et elles parlent fort et elles te mettent la brochette de poulet dans la tête, toi t'ouvres les yeux, t'es là, ok d'accord. Et pendant 5 minutes ça revit, ça parle dans tous les sens et hop, le train va repartir, elles redescendent et ça recommence et Les filles dorment à ce moment-là. Oui, elles dorment bien. Le plus dur c'est de s'endormir, après elles dorment dans toutes les situations. Non mais elles dorment partout. C'est l'adaptation. Alors que moi je suis dans le train. Et c'est des trains couchettes, je suis sur la couchette du haut et je me revois allongé dans ce train en train d'envoyer des textos à ma sœur pour lui dire cette nuit, elle me demande comment ça va, etc. Je lui dis cette nuit c'est sympa, j'adore ce train, c'est super, sauf qu'il est 3 ou 4 heures du matin, que je peux pas dormir parce que le train secoue trop pour que je puisse dormir et secoue pas assez pour m'assommer et que je tombe dans le coma et que je puisse me reposer. On a la tête dans les lumières, il fait chaud. Mais en fait, franchement, c'est chouette. T'es heureux. Ouais, c'est ça. T'es là, je pense que tu peux le vivre de plein de manières différentes. Mais moi, j'étais tellement heureux d'être là avec ces gens. Mais c'est surtout aussi que ça faisait 6 mois qu'on voyageait en camion et que c'est toi qui as principalement conduit. Et là, tu profitais du fait. T'étais aussi plus avec le camion, c'est un stress. C'est un stress aussi, qui nous amène quelque part. Tu te fais amener et du coup, tu profites autrement. Bien sûr. Du voyage et des déplacements. Moi, je suis pas mécanicien, je suis pas tout ça, et la gestion du camion reste quand même un petit stress. Et franchement, on n'a pas eu de problème. Moi, on a un vieux camion parce qu'on voulait un vieux camion, mais c'était bien. Du coup, c'est... Mais le peu de problèmes qu'on a eu, on a eu beaucoup de chance parce qu'on s'est fait aider tout le temps par des gens et ça a été super. Mais oui, effectivement. Oui, je me rappelle, excuse-moi, je t'interromps, d'une petite entrevue. Alors, c'était en Albanie, c'est ça c'est ça Non, c'était dans les Balkans, j'ai l'impression. C'était en Bosnie. Bosnie. En fait, on rentre en Bosnie. On fait un petit aparté sur celle-là parce qu'elle vaut le coup, je crois. Elle est pas mal. On rentre en Bosnie la deuxième fois parce qu'on avait fait un premier petit crochet en Bosnie. Et voilà. Et là, on rentre en Bosnie pour aller à Sarajevo. Et en fait, on vient de passer la frontière bosnienne. Parce que les Bosniaque, c'est un peuple, c'est ça? Voilà, les Bosniaques te disent, mais moi je suis pas bosniaque, je suis bosnien. Voilà. Bon, donc voilà. Donc les Bosniens, on passe la frontière bosnienne et un des premiers trucs à faire quand tu arrives dans un pays, c'est
prendre une nouvelle carte SIM. Donc on s'arrête à la station-service. C'est une gestion, ça. Mais oui, chaque fois que tu arrives dans un nouveau pays, il te refaut une nouvelle carte parce que les abonnements monde coûtent beaucoup trop cher, ça vaut pas la peine. Donc chaque fois que tu arrives dans un nouveau pays, tu prends un prépayé. Donc tu as un petit laps de temps où t'as rien. Ouais. Et puis surtout, ça te permet d'avoir un traducteur parce que les gens parlent pas anglais, avoir la valeur de la monnaie, savoir où tu vas aller, etc. Donc c'est un des premiers trucs que tu fais quand tu passes la frontière. Donc là, on vient de passer. Et donc, premier arrêt. Puis c'est intéressant parce que ça te met dans le décor en fait, parce que typiquement, tu arrives en Bosnie, tu demandes une carte data 15, 20 ou 30 gigas et tu te dis ok, c'est 3 €. Waouh. Pardon. C'est ça. Et là, quelques jours après, tu arrives en Grèce, on te dit ouais, c'est 40 €. Je me dis, attendez les gars. Waouh. Il y a un problème là. L'offre, la demande, j'ai pas compris. Donc voilà, ça peut être un sujet de podcast intéressant. donc effectivement, donc voilà, on arrive à la station-service, je coupe le moteur, je vais acheter ma carte. Ouais, donc ça devient. Merci beaucoup. En plus, premier arrêt, t'en trouves une directe, on se dit, on est bon. Ouais, tu vois, good. Là, ça roule. Je reviens dans le camion, je tourne la clé. T'es content, c'est comme quand tu vois ta valise arriver à l'aéroport, tu sais pas pourquoi, mais t'es content. Gad Elmaleh qui nous l'a sorti celle-là, c'était vrai. Et donc je rentre dans le camion, je tourne la clé, je retourne la clé, et le même silence que là, c'est-à-dire que, et pourtant on a un indicateur de batterie, je vois que la batterie est pleine, mais plus rien. Et donc là, et là c'est comme fin de journée, on s'est mal garé parce qu'on était hyper contents, tu vois, on s'arrête et puis on repart, tu vois. Évidemment, le camion n'est pas du tout de niveau et tu te dis non, dormir comme ça, ça va être drôle cette nuit. Bon, voilà, le garage est fermé, ouais, trop tard, ça a fermé, il y en avait en face. Mais l'agilité, qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, non, mais alors là c'est pas l'agilité du tout, là c'est la bonne étoile. Et donc du coup, là tu ouvres ton capot, tu regardes, tu galères. T'essayes. T'as 0 compétence en mécanique. C'est quand même, moi je suis pareil que toi, c'est 0 compétence, mais t'as toujours le réflexe d'ouvrir le capot pour quand même te dire s'il y a des gens qui passent, tu vois, regarde, je suis en train de travailler. Voilà. Et franchement, quand tu dis ça, c'est hyper important parce que en fait, du coup, je me penche sur le capot, je cherche. Et puis d'un seul coup, je vois 2 ombres noires s'approcher de moi, une de chaque côté, se pencher sur le camion. Et du coin de l'œil, parce que tu sais, on a une vision vraiment très large. Et du coin de l'œil, je vois 2 gars qui sont habillés tout en noir, avec une sorte de, ce que j'espère à ce moment-là être une cote de travail. Et en fait, mon regard, tu sais, je tourne même pas le regard à droite à gauche, mon regard reste fixé tout droit, je recule de 50 cm, ma tête tourne pour aller se poser, mes yeux vont se poser sur le dos du gars qui est à ma droite, et dans son dos, je lis ce que j'avais demandé dans ma tête pendant ces quelques millièmes de seconde, mécanique automobile. Wow. Et là, je me dis, non mais franchement, il y a des gens qui ont une chance insolente. Et donc du coup, en fait, c'est une voiture qui venait pour faire le plein à la station-service, en fait, il venait pour avec 3 mécaniciens slovènes à l'intérieur. Je sais pas pourquoi ils sont là. Que demande le peuple? Ils me voient sur mon capot, ils viennent à côté de moi, et puis ils commencent à mettre les mains dans le moteur, etc. Comme ça, naturel, tranquille. Direct. Et puis ils parlent pas anglais, tu vois, tu parles pas la même langue. Mais ils comprennent la langue internationale de la galère, par contre. C'est ça. On a un galérien là, 2, 3, 4. On n'a pas échangé grand chose comme truc. Il y en a déjà un qui est à l'intérieur qui essaye de démarrer, t'en as 2 qui ont les mains dans le moteur. T'as pas trop échangé avec eux ils se parlent, ça bouge, etc. Okay. Et donc il y en a un qui a le bras dans le moteur jusqu'à l'épaule, et il dit à son collègue, vas-y. Non. Il éteint, et voilà, et donc du coup ils me disent, voilà monsieur. C'est là-bas, tu vois, ils te montrent, et te dit le problème, il te dit le... Avec 3-4 mots d'anglais, ils disent, c'est le starter, il a un faux contact. Il est là, donc faut le faire réparer, voilà. Donc du coup, mais ils me disent ça redémarre. Si ça t'arrive, tu mets le bras là, vas-y, tu vois, tu sens, c'est là, c'est ça. Tout ça prend combien de temps ça? À partir du moment où tu vois les 2 ombres. Un quart d'heure. Ah, leur intervention à eux, ça prend un quart d'heure, 20 minutes. Incroyable. Ouais. Et les mecs, tu sais, repartent. Ouais, quand ils étaient en mission pour Dieu, les mecs. Ils remontent dans leur voiture, ça même pas leur temps de dire au revoir. Ils se retournent pas, ils remontent dans leur voiture, tu vois, ils ont d'autres trucs à faire. La vie. Et là, tu claques ton capot, tu remontes dans ton camion, tu démarres ton camion, puis tu tournes, puis je regarde mes mains, je dis, j'ai rêvé, ou le camion démarrait pas, il y a 3 mecs qui sont venus, etc. Non, ouais. Bon, ok, c'est ça. Génial. Et donc là, tu reprends la route, direction Sarajevo. Improbable.
Les mecs sont arrivés repartis comme ils étaient arrivés. Voilà, donc on a eu ça, on a eu une petite fuite d'huile, mais pas rien de bien grave. De toute façon, quand t'as un problème mécanique et que t'es en Turquie, rien n'est bien grave. Ouais, bah ouais, forcément, il y a toujours... C'est le pays de la réparation automobile et de la débrouille, enfin pas seulement, mais genre pas l'occidental, quoi, le système D, les mecs, ils te mettent du scotch, des trucs. Tu vois, en disant ça me rappelle d'ailleurs un autre problème, mais postérieur en Grèce. Notre camion à un moment se met à chauffer en Grèce, il monte trop en température. Il fait super chaud. On va voir un garagiste, le garagiste, je lui dis voilà, j'ai ça comme problème, est-ce que tu as la pièce? Il me dit oui, c'est bon. Et il me dit je te démonte cette pièce là, et puis voilà. Il démonte la pièce, il l'amène dans son atelier, et là j'entends bing, 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 bing. Je me dis qu'est-ce qu'il fait, mec? T'es sûr il a pris la référence? Il fabrique la pièce. Pourquoi en fait il est en train de redécorer l'ancienne pièce. Et en fait, il me dit, je lui dis, c'est bon, il se passe quoi? Bien, c'est bon, je vais te résoudre ton problème. Ok, t'as la pièce? Non, j'ai pas la pièce, mais il me dit, voilà, ça, tu sais ce que c'est? C'est un thermostat, c'est un clapet. Ouais. À telle température, il s'ouvre, à telle température, il se referme. Toi, c'est quoi ton problème? C'est qu'il s'ouvre pas. Bon, bah voilà, maintenant, il se referme pas. Il est tout le temps ouvert, donc t'as pas de problème. Je l'ai cassé, donc il pourra pas se refermer. Voilà, ils sont pour la solution, les mecs. Tant que t'es en été, t'as pas de soucis. Quand t'es en hiver, tu fais changer la pièce et vas-y roule. Et donc il dit voilà. C'est génial. Donc la réparation c'était de casser la pièce. C'est pour ces moments-là que moi je partirais si je devais le faire. Et je pense que c'est ces moments-là où tu comprends vraiment pourquoi t'as tout lâché à Paris. Ah ouais, c'est magique. Ça te change. Bah ouais, c'est une autre vie. Ouais, donc... et puis en fait c'est simple. Franchement, au bout d'un moment, quand tu voyages, tu te dis, on s'en fait toute une montagne. Ouais. Tu sais, même quand on a préparé le camion, on a dû réduire évidemment tout ce qu'on avait, mais t'es là, bon alors au cas où je vais prendre ça, et puis si j'ai un autre souci, je vais prendre 10 stylos, une gomme. Mais ça c'est important. Non mais tu sais, j'allais le dire. T'essayes de prévoir au maximum plein de choses et te dire que tu vas devoir tout anticiper, etc. Mais en fait, la vie elle est simple. Ouais. Et t'as pas besoin. Là, alors, on n'a pas encore parlé de cette partie-là, mais en fait, on a fait 1 an et demi presque de voyage. Là, on est à nouveau à Paris, mais on repart. Ouais. Et en fait, avec le camion, je pense qu'on a à peu près vidé les 2/3 de ce qu'on avait pris au premier voyage pour la deuxième partie. Non, parce que, pour être honnête, on avait aussi fait des trucs absurdes. Hein. Après, c'est normal. J'avais même honte pendant le voyage. C'est normal. Tu pars et tu te dis, on sait jamais, je vais prendre 5-7 cutters, je vais prendre des lames de cutter, je vais prendre 18 stylos, je vais prendre... Mais en fait, une fois que tu es sur place et tu dis... mais t'as besoin de 1 stylo et point barre. Non mais c'est pas ça, on te rachète un stylo. Si tu as besoin, tu y vas et tu rachètes et tu trouves tout. En fait, mais tu vois, bien sûr. Mais c'est les barrières qu'on a avant. Mais quoi. oui, et tout le monde... Donc, la préparation dont on a eu besoin 2 ans et demi, tu as besoin parce qu'il faut commencer à changer de point de vue, d'organisation, te préparer. Mais en fait, une fois que tu as voyagé, tu te dis, mais on peut aller tellement plus loin, tu vois. Ouais. Et on se fait encore un monde de choses. Mais au bout d'un moment, au voyage, on s'est dit, mais pourquoi on a mis autant de temps? Pourquoi ça nous a paru si compliqué? Parce qu'en fait, tu y vas. Si ça te convient, si ça marche, bah c'est super, tu continues. Mais le pire qui peut t'arriver, c'est que ça te plaise pas ou que ça marche pas. Ouais. Et là, tu t'arrêtes. Tu fais un demi-tour, c'est pas grave, tu vois. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Ouais, non, c'est ça. Et puis, en plus, dans le monde actuel, au pire, t'es à l'autre bout du monde, mais tu vas t'acheter un billet et tu rentres. Ouais, ça va bien se passer. T'as bien 300 € de côté quand tu commences à voyager, tu vois. Donc, tu pourras te prendre un billet et rentrer. Et en fait, voilà. C'est simple. Ouais. C'est le message. Et ce que tu viens de dire aussi, c'est vraiment important. Et je voulais le dire au début à un moment, et puis j'ai oublié, mais c'est vrai que... il y a un moment, moi, ce qui m'a aidé à faire la bascule entre j'ose pas tout plaquer et puis c'est bon, tu déconnectes et tu vas, c'est que on a entendu des témoignages de gens qui font des podcasts comme toi. Merci Naïm de faire ce genre de choses et merci à ces gens qui font ça parce que c'est un plaisir de vous avoir. C'est une mine d'informations mais colossale. Et il y a beaucoup de gens qui disaient, mais avant de partir, t'as peur. T'es terrorisé et voilà. Et une fois que t'es parti et que t'es dans le voyage, tu te dis, mais pourquoi je suis pas parti plus tôt en fait? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui me retenait? Juste ma tête, quoi. Et c'est ça, moi, un moment qui m'a laissé... En fait. On se rend pas compte à quel point... c'est clair. À un moment, j'ai lâché prise et je me suis dit, bon,
franchement, s'il y a autant de gens qui disent ça, c'est qu'il doit y avoir du vrai. Et aujourd'hui, voilà, on s'est fait la même réflexion en voyage, on s'est dit, mais ouais, oui, je crois que... Mais du coup, c'est bon pour le voyage, mais pour tout. Quand tu as peur d'une situation, quand tu te mets tant de barrières, franchement, prenons le problème dans le sens, mais si ça marche pas, qu'est-ce que tu risques, tu vois? Ouais. Qu'est-ce qui va t'arriver? Au pire, tu n'y arrives pas. Ouais. Bah, c'est comme si tu étais tombé, tu te relèves et puis tu recommences, mais ne pas se faire une montagne de choses qui te paraissent insurmontables ou hyper compliquées, alors que le pire qui peut t'arriver, c'est que tu y arrives et que ça te plaise. Ouais. Et si c'est pas le cas, bah c'est pas grave. Beaucoup à gagner, rien à perdre, quoi. Rien ou peu à perdre. Tu as quand même un débat politique entre tes motivations et ta peur. Et je pense qu'il faut le dire à la motivation de tout le monde. Faites un 49.3. Ouais, voilà. Faites un 49.3 et tant pis pour la peur et allez-y. Et elle va survivre. Ouais. Alors en parlant de conseils que vous donnerez aux gens, est-ce que vous avez pensé à partager cette expérience que vous avez pour les gens qui étaient comme vous au début, qui ne connaissaient rien ou peu sur le voyage et qui cherchent à préparer, à penser, à mettre en forme leur voyage? Bah, c'est vrai que nous, on se dit que tu vois, tous les jours tu vas découvrir, etc. Mais tu as quand même besoin d'une base de renseignements qui sont importantes pour partir serein. Et puis, c'est toujours mieux d'avoir 2-3 petits tips, quoi. Ça fait toujours du bien. Et il y a plein de façons de se renseigner. Nous, on s'est posé la question parce que du coup, on a un Insta. Ouais. Et je voyais d'autres personnes qui mettent des infos dans leurs publications et je trouvais ça top parce que nous aussi, on s'en sert en fait. On prend des infos comme ça. Et pour l'instant, on a fait le choix de faire cet Insta comme un carnet de voyage pour nous, pour le retour, pour plus tard, pour revivre un peu les choses, pour avoir une trace pour les filles, etc. Et on n'a pas encore sachant que ça a évolué, c'était quand même pas la volonté de départ. C'est-à-dire que l'Instagram au départ, c'était uniquement des photos et c'était plus pour la famille, pour les amis. Dire on est là. Tu vois. Voilà, c'est ça. Bon. Vous inquiétez pas, appelez pas l'ambassade. Alors en dehors de nos délires d'Instagrammeurs, de préparation du voyage, où on s'est dit, ouais, on va faire des super trucs, des vidéos YouTube, des machins et tout. Mais bon, rapidement, on s'est dit, bon, c'est beaucoup de travail. Soit tu fais ça, mais c'est un métier en fait, en réalité. Soit tu profites avec tes enfants, parce que quand tu es avec tes enfants, on n'en a pas parlé, mais il faut quand même faire l'école. Non négligeable. Ça prend un petit peu de temps. Il faut préparer le voyage, il faut faire les visites, il faut tout ça. Et en fait, c'est hyper chronophage. Et donc, finalement, du coup, au début du voyage, tu réfléchisses à ce que tu fais de ton temps, parce qu'on se dit on part et on va avoir tout le temps qu'on veut. Non. Mais en fait non, il faut quand même faire des choix et voir ce que tu fais. Et donc au début du voyage, on se dit bon, le compte Insta, c'est pour la famille, les amis, c'est des photos, c'est voilà. Et puis à un moment, on fait des vidéos. Ouais, c'est là où ça a commencé. Et on commence à faire un montage. Et alors là, encore une fois, on reprend l'expérience, on a mis le doigt dans un engrenage. De malade. Ouais, mais c'est pareil, c'est de l'expérience, un truc que tu découvres, t'apprends et c'est chouette. À la fois, c'est chronophage et en même temps, quand tu vois le résultat et que tu vois le bonheur que ça te procure, tu te dis, mais c'est quand même le meilleur carnet de voyage. Les dessins et tout, nous, on adore dessiner. C'est très chouette, ça n'enlève pas ça. Il faut continuer à dessiner. Il faut continuer à écrire, il faut continuer à tout. Mais c'est vrai que ces montages vidéo, c'est un truc qui nous a quand même bien emballé. En plus, on a quand même eu des retours assez sympas de la famille, des amis. Et puis c'est trop précieux. Nous, on vous suivait, on regardait. Moi, je voyageais avec vous un petit peu. Je me rappelle d'une chute d'eau, c'était en Serbie, je crois. On aurait dit l'océan Indien. Je ne sais plus exactement si c'était en Serbie ou en Croatie. Mais magnifique, quoi. Je vois la vidéo, je me dis, mais c'est avec toi qui faisais la voix off et tout. Non, vous avez bien, je m'en rappelle, bien développé le truc. Donc, on a fait ce compte Insta pour la famille. Et donc, c'est devenu après avec des montages vidéo. C'est vrai que c'est chronophage. Mais bon, encore une fois, on a estimé que. On s'est posé la question à un moment même, parce que Milena, à un moment, me disait, mais tu passes beaucoup de temps sur le téléphone. Et voilà. Et je lui disais, oui, c'est vrai, mais il y a un moment,
certaines fois. Surtout quand elle m'a dit ça, on était en Asie, on n'avait plus les sacs à dos, enfin on avait les sacs à dos et donc on n'avait pas l'énorme carnet de voyage en papier qui pèse lourd et tout. Et bon, on a quand même fait le choix de continuer là-dessus. Après, toi, ta question, je crois, c'était est-ce qu'on a fait le choix de partager l'expérience de préparation du voyage? Non, on n'a pas fait ça. Alors, c'est vrai que tu nous as conseillé de le faire. Ouais, à une époque, je me rappelle. Mais c'est vrai que on a. Je pense que il faut avoir quand même une certaine maturité de voyageur pour pouvoir faire ça. Mais c'était ça en fait ma question. Excuse-moi si je t'interromps. C'était savoir si là, maintenant que ce n'est plus du tout les mêmes personnes qui sont en face de nous là, maintenant que vous avez eu du recul, de la maturité dont tu parles, est-ce que vous y pensez à aider les gens qui commencent juste ce processus maintenant? C'est très motivant, ça serait vraiment effectivement c'est vrai qu'on n'a pas tellement réfléchi à mettre en place un truc de ce type-là. Ça pourrait être chouette. Mais c'est sûr que... Par contre, il faut se tenir au courant parce que les infos évoluent très vite. Ouais, bien sûr. Quand tu te renseignes ou quand tu recroises des gens, ça fait... si ça fait 1 mois qu'ils ont quitté le pays ou si ça fait 6 mois, t'as plein de règles qui ont évolué. Tout change, Alors nous, en plus, c'était à la sortie du Covid, donc il y avait des restrictions encore peu de temps après, etc. Il y avait certains pays qui étaient plus ou moins différents, mais en tout cas, les infos évoluent très vite. Et donc, pour pouvoir donner des infos, en tout cas précises sur des pays, il faut soit que toi, tu te tiennes au courant, soit que ce soit un endroit où t'es pas passé il y a très longtemps. Okay. Mais pour le côté plus général, on pourrait. Et d'un autre côté, on est en train de préparer notre voyage en Amérique du Sud parce que après on va en Amérique du Sud. Et le choix qu'on a fait, c'est d'acheter des guides du routard qui sont quand même. Depuis qu'on est passé en Turquie, on est tombé amoureux des guides du routard parce qu'on avait fait toute notre préparation. On avait fait des recherches sur les sites qu'on voulait aller voir en Turquie. On avait déjà vu des choses qu'on avait adorées. Et là, on croise des voyageurs qui nous donnent un guide de la Turquie. On a ouvert le guide et quand on a lu, on s'est dit mais c'est une mine d'or. Le guide du routard, c'est tout ce quand qui, même une référence malgré tout. Tout ce qui relevait, qu'on avait vu, on était d'accord avec eux, on avait adoré. Et donc du coup, on s'est appuyé sur ce guide. Donc du coup, on s'est dit voilà, pour l'Amérique du Sud, on achète des guides du routard. Et pour en revenir à ce que tu dis, un guide du routard, je connais vaguement l'imprimerie. C'est préparé longtemps à l'avance, tu as des temps de production, c'est des mois. C'est même parfois plus d'une année. Et donc finalement, ça reste une mine d'or, même si effectivement... mais de toute façon, quand tu parles de voyage, tu peux donner tous les conseils de la Terre que tu veux. Il faut ponctuer toutes tes phrases par agilité à la fin. Tu remplaces le point par le mot agilité, et voilà, parce que il faut tout le temps t'adapter, parce qu'effectivement, tu es en permanence confronté à des situations... climatiques, géopolitiques. C'est les meilleures histoires généralement. C'est ça. Ouais. Y a de quoi faire. Sur le moment, c'est souvent les pires moments, les galères, les trucs. Et quand tu les racontes, c'est celle qui te donne le sourire aux lèvres et tu te dis putain, c'était quand même beau. D'ailleurs, en parlant d'anecdotes, vous en avez une ou deux chacun qui vous reviennent à l'esprit là comme ça sans réfléchir, la plus incroyable, la plus insensée, la plus belle, tout ce que vous voulez. Positif ou négatif? C'est vous qui choisissez. Moi, j'aime bien. On passe du temps au Japon. C'est un des derniers pays qu'on fait en Asie. Et en fait, le Japon, c'est un pays qui est à peu près similaire à la France au niveau développement, niveau de vie, etc. Et on avait rencontré en Asie plein de personnes en Asie du Sud-Est qui sont hyper accueillantes, même en Turquie, etc. Où ils te donnent tout alors qu'ils n'ont rien, tu vois. Et donc pour moi, avant de partir, mon idée c'était que plus on a, moins on donne, et plus on est renfermé, et plus on est individualiste, tu vois. Et arrivé au Japon, je me suis dit, bon, c'est un pays qui est quand même assez carré, similaire, etc. Donc je me suis dit, on va peut-être perdre un peu de cet accueil. Spontanéité. C'est ça, de l'Asie. Et alors, je pense que voyager avec des enfants, ça t'ouvre plein de portes. Bien sûr. Mais du coup, un jour, on est au resto. Alors, tu sais jamais trop quoi choisir, etc. Mais là, tu vois, il n'y a que des locaux, il y a une ambiance un peu sympa. Petit resto de quartier, tu vois vraiment où tout le monde va. Donc, on se pose. Pas de carte en anglais. Donc, tu vois des dessins où t'essayes un peu de deviner. On est là, on est un peu embarrassé. Et il y a un couple à côté. Je pense un peu de l'âge de nos parents.
eux, ils sont en fin de repas, et donc ils nous voient un peu hésiter et tout, et donc ils essayent de venir et de nous aider, mais ils parlent pas vraiment anglais, donc on essaye de se débrouiller, et ils nous aident à commander. Eux, ils sont en fin de repas, ils reviennent nous saluer alors que eux s'en vont, hyper gentils, etc. On continue notre repas. Ils nous offrent un verre quand même. Ils nous offrent un verre au passage, c'est ça, ils demandent ce qu'on aime, etc. Donc déjà, tu vois, ils viennent, ils nous aident pour le menu, et en plus ils nous offrent un verre, donc déjà t'es là, ok. Donc on commence, enfin, mon a priori est parti très vite, parce qu'au Japon, franchement, c'est incroyable, et je pense que c'est, on devrait tendre vers ça en pays développé, je dirais. Et je pense qu'on continue notre dîner, et je pense un quart d'heure après, on revoit cet homme re-rentrer dans le restaurant, et il est allé faire des courses, et il ramène 2 paquets de chocolat aux enfants. Waouh. Et t'es là, donc le mec... Il a pensé à vous, quoi. C'est ça. Et donc il est sorti du resto, il fait sa vie, quoi. Et en fait, il est allé au magasin, il a acheté des choses pour les enfants. Et il est revenu. Et il a fait... Oh, c'est ça. C'est dingue. Il fait demi-tour, il revient, il t'offre... Non, mais t'as vu cette histoire, il t'offre des boîtes de chocolat. T'es sur Mars, quoi. Et ça a duré 5 minutes, et il est là, bon, merci et tout, et il repart. Et t'es là, mais dans quelle vie ça existe ? C'est encore un step supplémentaire de ce que je t'expliquais tout à l'heure pendant le repas, incroyable. Où on passait au Japon dans les boutiques avec les enfants, et où les gens, dans chaque boutique, donnaient des cadeaux aux filles par générosité, par plaisir, par je sais pas quoi, et en fait... partout, mais là c'est quand même encore un step. Le gars sort du resto, il va faire des courses, il revient sa soirée, tu vois. C'est 2 paquets de gâteaux. C'est même pas une question. J'aime pas trop moi l'expression les gens n'ont rien, ils te donnent tout, parce que déjà les gens n'ont pas rien, et que en fait t'as pas besoin de grand chose pour donner une preuve de générosité dont tu vas te souvenir toute ta vie. Mais des fois, cette boîte de gâteaux à 1 euro. Ouais, elle vaut tout l'or du monde, à ce moment-là. Toute sa vie, on s'en souviendra, en fait, tu vois. Et c'est pas une question économique, c'est une question d'intention, c'est une question d'humanité. Il y a une maladie de façon occidentale, européenne, où on est tous dedans un peu. Hein, et ça, je crois que c'est quand même la plus grande richesse de tout le voyage, c'est toutes ces preuves de générosité qu'on a eues. En Turquie, avec nos 4 gendarmes adorables. À l'autre. C'est ce qui tue tout, Asie, quoi. La peur, le racisme, c'est ça. Tout. Parce que tu te balades dans la rue, les gens ils sont pareils que toi et ils voient des êtres humains, tout simplement. C'est ça. C'est vrai que c'est bizarre. De pas avoir peur, de pas être dans l'appréhension, de considérer les gens que tu croises, tu vois, de prendre le temps aussi pour ça, et de pas être agressif, tu vois, les rapports ils sont sains et ils sont doux. T'es pas dans un truc de confrontation ou de méfiance, et c'est vrai que pour ça c'était fou. Et donc voilà, c'est simple, mais ça veut dire beaucoup, incroyable. À quel moment, et puis ça te renvoie aussi à ton propre rapport aux autres, et tu te dis mais c'est ça, rien compris, on est complètement à l'envers. On a perdu tellement de choses, enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que... Je mets quand même un bémol, parce qu'effectivement quand tu reviens en France, que tu passes la frontière et que tu repenses à toutes ces belles histoires que tu as vécues, tous ces gestes de générosité, et que tu connais la façon dont les étrangers, dont les touristes voient la France, et enfin pas la France d'ailleurs, voient les Français et l'expérience qu'ils en ont, t'es gêné. Et en fait, quand on est revenu, on est passé dans des campagnes en France, on a vu de la famille, on a vu des amis qui nous ont présenté des connaissances, et là on a quand même aussi, moi ça m'a fait du bien, on a quand même pris aussi une belle gifle, parce qu'on a croisé des gens qui étaient d'une générosité, d'une bonté énorme, et c'est vrai que nous on vit en banlieue parisienne, on vit à Paris, et je pense c'est pas forcément l'image générale de la France. Alors de toute façon, évidemment, je pense que parce que toutes ces histoires que nous on a vécues dans tous ces pays-là, c'était pas que en campagne, c'était au Japon, c'était beaucoup dans des grandes villes, dans beaucoup de pays, c'était dans des grandes villes, et malgré tout, même dans les grandes villes, c'était comme ça. Mais malgré tout, en France, on a quand même eu aussi des beaux accueils. Bien sûr. Il y a des... c'est même pas le pire, c'est que c'est comme quand on
on part de Paris et qu'on revient et on prend le métro et on se dit bande de connards et tout, mais en vérité moi je me rends compte que je suis le connard. Au bout de 5 minutes je redeviens un connard qui fait partie de tout ça. C'est ce que je te disais. C'est quelque chose de général, je pense. C'est des leçons de vie, ça te renvoie effectivement à ton propre comportement à Paris avec les touristes, avec tout ça. Tu te avec dis, les autres, ouais. T'as des gens qui peuvent trouver les touristes casse-pieds parce qu'ils prennent de la place dans le métro, parce qu'ils nous envahissent, parce que c'est des façons de penser qui est horribles qui peuvent voilà. Ou alors t'as ce gars au Japon qui vient te voir et qui te dit vous êtes perdu, vous avez mangé, vous voulez venir manger avec moi et qui t'invite à manger, qui te paye leur repas, qui te ramène à ton hôtel et tu te dis j'ai jamais vu ça. Ouais, voilà. Et alors toi, t'as quoi comme anecdote? En tout cas, je voulais te dire que ton anecdote était vraiment bien choisie. Bravo. Merci. C'est gentil. C'est un bon choix. Je l'adore. Ouais. Elle est simple, mais elle résume quoi. Finalement, elle m'était pas revenue et ça fait plusieurs fois qu'on parle de nos expériences au Japon, etc. Et celle-là, je m'en souvenais pas. Wow. Et non, moi, j'ai été marqué par des tas de choses. J'ai hésité à parler d'un truc moins cool parce que le voyage c'est pas que du cool, mais en fait j'y arrive pas parce qu'il y a tellement de belles choses à raconter. Quand on est passé en Albanie, à un moment on s'arrête au bord du lac Ohrid. Enfin, je me souviens plus du nom du lac exactement. C'est le lac qui fait office de frontière naturelle entre l'Albanie et la Macédoine. Et là on s'arrête dans un village de pêcheurs qui s'appelle le village de Lim. Alors là, t'as pas de touristes. Déjà, t'es en Albanie, t'as pas beaucoup de touristes, mais quand t'es au bord du village, à la frontière macédonienne, là, cet endroit. Et on va se balader au bout de l'île, dans le village, c'est très beau. Et au bout de l'île, en fait, c'est plus c'est la nature. Et sur le chemin du retour, on croise une dame, une locale, qui est là avec son panier d'haricots blancs, parce qu'en fait ils sont tous en train de s'occuper de leur culture, de leur récolte, en fait, etc. Tu traverses le village et t'as que des locaux, t'as quasiment que des grands-parents qui sont là et qui font... soit ils ont des petits stands avec des petits légumes, tu vois, sur le trottoir tu peux acheter des trucs du potager, et sinon tu vois plein de bâches tendues dans les jardins ou à moitié dans la rue, et ils sont en train de s'occuper des récoltes. Et en fait elle nous voit arriver avec les filles, elle nous fait un signe comme ça, parce que alors là personne parle anglais. Là on est loin. Elle pose son panier au sol et elle nous fait comprendre qu'il faut qu'on regarde. Elle étale un autre panier, un drap, etc. Elle nous dit regardez maintenant. Et en fait il faut savoir qu'au bord du lac il y a beaucoup de vent et que tout le monde dans le village est en train de trier les haricots blancs en enlevant les feuilles, les petites brindilles, etc. Parce qu'ils les ont laissés sécher au soleil. Donc après il faut séparer les feuillages des graines. Et là elle nous regarde avec un grand sourire. Et on comprend après, elle dit regardez, et elle prend son truc et elle le verse comme ça dans le panier qui est en dessous, et entre les deux t'as le vent qui passe et qui emmène toutes les feuilles, toutes les brindilles, et en grosso modo elle est en train de dire regardez ma technique pendant que tous les autres sont en train de s'embêter. Et la petite mamie elle a 80 ans, le temps, elle sait des choses qu'on ignore. Et on était passé à l'allée et on avait vu plusieurs haricots au sol, et Anaë elle avait ramassé, elle était regardez ici il y en a et tout, et on n'avait pas compris pourquoi sur ce chemin. Et elle vient et elle est à cet endroit-là, parce qu'à cet endroit-là il y a le vent qui passe, et en plus c'est la fin de la journée, il y a un soleil magnifique, tu vois, lumière de fin de journée. Et là c'était génial parce que du coup c'est une personne, elle se débrouille toute seule, et là on commence à porter les paniers avec elle et ramener les haricots. Arrête de raconter mon histoire. J'ai rien dit. Donc là, il y a Milena qui est devant moi, les deux filles devant cette dame, la dame, ces haricots qui sont en train de tomber, le vent qui emmène les feuilles, le coucher de soleil derrière. Et là tu te dis mais c'est quoi ce moment T'es sur le moment présent là, Là tu penses à rien. Là. Et elle te parle en albanais. Elle te raconte tous les trucs de la Terre et tu comprends rien, mais en même temps tu comprends tout, il n'y a pas besoin de comprendre les mots, tu es juste en train de comprendre l'instant. Et puis voilà, et donc en fait elle termine, elle sort un petit sachet de je ne sais où, elle remplit le sachet de haricots, et donc ça représente peut-être un quart de ce qu'elle a récolté. Et boum. Et elle le donne aux filles, et elle dit voilà, vous mangez les haricots, génial. Et du coup on ramasse son truc, on lui dit en français, parce que notre albanais était un peu horrible à ce moment-là. Allez, viens, on te raccompagne. Et en fait, elle est contente et elle nous attrape le bras et elle nous ramène jusque chez elle. Et, et ça, c'était
Ouais, c'est exactement ce que j'espérais vivre en fait, moi, quand même pendant le voyage. Je voulais pas, moi, mon objectif, c'était pas d'aller visiter les chutes d'eau les plus hautes du monde, le bâtiment, le temple de machin. Moi, en fait, je voulais ces moments-là en pleine nature, dans un village perdu, des rencontres. Des rencontres. C'est le plus important. Moi, mon idée, c'était vraiment, je l'ai répété 200 fois à Milena parce que j'avais peur que le voyage vrille en truc touristique. Je peux comprendre. Je lui ai dit, je te préviens, moi, je veux vraiment qu'on se perde dans la nature. Super. Mais à tel point qu'au bout d'un moment, Milena m'a dit, mais est-ce qu'on est suffisamment perdu? On est d'accord, on va quand même voir des gens, on va quand même tout ça, on va quand même visiter des lieux. Je dis je dis d'accord, mais je dis je veux qu'on sache. Et finalement, je vais te dire avec le recul, je trouve qu'on l'a pas suffisamment fait, qu'on sache se trouver un endroit de nature et qu'on sache se poser. Et c'est vrai que c'est quand même un des trucs les plus durs, je trouve, avec le recul pendant le voyage, c'est de te dire à un moment, je me pose. J'arrête. Je fais rien. J'arrête en fait et je me pose. On ramasse des bouts de bois. Je vais jouer avec les chèvres. Je vais cueillir des fruits en pleine journée. Je laisse venir. De continuer, de découvrir, d'avancer, etc. Et c'est vrai que c'est difficile de se poser. Et t'es pas sur le spot du Lonely Planet. T'es pas sur tout ça. T'es juste en pleine nature. T'as un paysage qui est exceptionnel en soi. C'est un chef-d'œuvre. Et voilà, et là juste tu profites. Et finalement, c'est à chaque fois qu'on a fait ça, qu'on a eu ces belles histoires de rencontres. Et puis je pense que là pour la suite, ça sera faire moins de pays ou de distance. Ouais, et aller plus profondément. Ah bah là c'est parfait, on va juste traverser le continent sud-américain, donc moins de distance, là, on est en plein dedans. Alors donc ça, on fait bien d'en parler. Je pense qu'on peut conclure sur ça. L'Amérique du Sud, donc c'est la prochaine destination parce que vous avez décidé donc de repartir. C'est ça. En fait, du coup, au début, on voulait prendre le camion. Non, c'est pas ça. C'est qu'au début, on n'avait pas prévu de rentrer. Exactement. En fait, au début, on partait de France et on prenait le camion et on tournait. Enfin, on allait vers l'est. On faisait Europe, Asie centrale, Asie. On traversait le Pacifique avec le camion. On arrivait en Amérique du Sud et après, on continuait de tourner. On revenait en Europe. Avec les problèmes qu'on a évoqués plus tôt. On a laissé le camion. On a fait un saut en Asie. On est revenu. Et là, on se dit qu'on veut quand même découvrir l'Amérique du Sud. Donc, top, parce que finalement, ça a déjà pris 1 an et demi, cette première partie. On est hyper content de revenir, de retrouver la famille. Et en même temps, ça fait du bien, c'est enrichissant. Excuse-moi, je te coupe une seconde, parce que, en fait, c'est ça qui est important, c'est que quand on est parti, au début, Milena me dit, on pourrait peut-être revenir en France, etc. Et moi, je lui ai dit, non, attends, on est parti, on va pas revenir en France pour repartir. Galère. Voilà. Et en fait, franchement, au bout d'1 an de voyage, mais j'avais qu'une envie, c'était de revenir. Pas qu'une, mais en tout cas, ça fait du bien d'être chez soi, d'être au pays, quoi. Bah non, alors c'est pas ça. Ouais, c'est en fait, juste ça tient pas, la famille et les amis. La famille et les amis. Ouais. Moi, j'ai pas du tout eu le mal du pays. T'es content quand tu rentres, mais j'ai pas eu le mal du pays. Comme la nourriture, il y a plein de gens qui nous ont dit, ah là là, le fromage ça nous manque, etc. Franchement, il y a des gens qui nous ont dit ça en Asie. J'aurais dit, mais regardez ce qu'il y a. Vous êtes au paradis de la street food, les gars. Vous me parlez de fromage et mais regardez ce que vous avez autour de vous, je sais pas. Et donc, du coup, oui, non, mais vraiment, voyager. D'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit dans les commentaires de notre dernière publication sur Insta. Je leur ai dit, le voyage, c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais ça tiendra jamais la comparaison face à la famille, les amis, les proches. Ouais, bien sûr. Franchement, c'est quand même c'est très important. C'est que tu rencontres des gens, des locaux, des voyageurs et tout, mais c'est génial. Mais à un moment, tu as envie de partager avec tes proches. Et pour ça, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est bien parce que effectivement, profiter entre nous, c'est super. Profiter avec tous ces gens, c'est super. Mais quand tu fais une publication et que du coup, tu as tes amis, t'as ta famille, etc., qui partagent ça avec toi et qui te dit merci de faire ça, ce que tu viens de nous dire, Naïm. Merci de faire ça parce que je voyage avec vous. T'as juste envie de pleurer en fait. Parce que ça donne une dimension supplémentaire quand même à ton voyage et ça prend du sens, quoi. C'est ça. Et tu comprends les raisons. En fait, ça a du sens, mais vraiment, ça donne une dimension encore inattendue, encore plus importante et
c'est plus de bonheur dans le bonheur. Ouais. Donc c'était bien de revenir. C'était pas prévu, mais du coup on revient. Et en fait c'est l'étape pour repartir vers l'Amérique du Sud parce que là on reprend le camion et on l'envoie par bateau. Il traverse l'Atlantique. Lui pendant 1 mois et on le retrouve alors où à Montevideo, donc capitale de l'Uruguay. Et on descend d'abord l'Argentine. On va voir normalement jusqu'en Patagonie, donc vraiment la pointe sud. Et après on remonte le Chili, on fait un petit Paraguay, Bolivie, Pérou. Ok. Et voilà. Ça c'est pour quand? Et Colombie. Et là on part en octobre. Et on se dit que c'est 1 an. Pendant 1 an. Ouais. Okay. On a commencé deuxième partie du voyage. Ouais, et puis alors là c'est plus dur parce que c'est pas 1 mois, les visas c'est 3 mois par pays. 3 mois par pays. Donc on se dit déjà qu'1 mois ça va être. Enfin 1 an ça va être trop court. Waouh. Et parce que vous avez le virus qui est là. Ok. C'est ça. Et conseil aux voyageurs, alors si vous en avez un à dire chacun. Si vous avez envie, foncez. Non, mon conseil aux voyageurs. Quoi non les gens avant de partir ou pendant qu'ils sont partis. Non, ceux qui hésitent, ceux qui y pensent et qui n'agissent pas. Le meilleur remède. Mais en fait, c'est ce que je dis. En fait, réfléchissez à qu'est-ce qui vous fait peur et de réaliser que le pire qui peut vous arriver, c'est pas grand-chose. Et que ça vaut pas le coup de se restreindre, de se freiner, d'avoir peur pour un truc qu'on peut régler. Et puis, c'est ça, le plus dur, c'est de franchir le pas. Je pense que après, on est trop content de le faire. Et puis non, je pense qu'après, ce qui va être dur, c'est de revenir. Ouais. Ce qui est l'autre, c'est encore le nouveau voyage. Ouais, c'est ça. C'était bien là de reprendre un peu de Paris. Du goût de la maison et voilà. Et on se dit savoir qu'on repart. Pour réfléchir, mais. Moi, je dirais quand même que, partez, oui, d'accord, mais il faut avoir envie de partir en fait. Mais pour ceux qui il faut pas partir pour faire plaisir à quelqu'un, parce que on a lu des témoignages avant de partir, on a croisé des gens qui effectivement ils prennent pas de plaisir, du coup, c'est compliqué. Sont partis, mais il y en a un ou une, ça dépend, qui n'était pas trop motivé, et ça marche pas en fait, parce que l'air de rien, c'est très beau, c'est très tout ça, mais par moments c'est pas facile, et si t'as pas une vraie motivation, ça peut complètement changer. En fait, je pense que c'est très facile si tu as envie de faire ce voyage. Si tu n'as pas envie et que tu fais ça pour faire plaisir à quelqu'un, ça peut être très dur. Voilà. Et surtout, une fois qu'on y est, faut s'ouvrir. Faut laisser tomber les barrières. Il faut pas avoir peur. Et pas trop prévoir. Pas trop prévoir. Parce qu'il y a quand même des choses gens à prévoir, qu'on croise et qui savent 6 mois à l'avance où ils seront et qui ont réservé toutes leurs chambres d'hôtel et leurs activités et tout. Et je pense que laisser de la place au temps, tu vois, pas une quête, hein, tu vois, de tout voir. Courir pour... c'est ça. Juste apprendre à prendre plus son temps parce que je pense qu'on est, tu sais, proactif et qu'en fait, c'est bien de redescendre un peu et juste... de réaliser de ce que tu fais de ton temps. Oui, c'est pas la course au nombre de pays. Il y a des gens qui nous demandent combien de pays on a vu, je sais même pas répondre. C'est normal, je pense. Je pense que c'est un peu admiratif quand. C'est ça. Mais rien quand tu m'as envoyé la liste hier, que je te demandais la liste exacte de tous vos pays, je regardais le message, je me disais mais waouh, c'est juste ça quoi, c'est de la fierté quand même. Tu peux te dire que tu as fait ça et surtout vous l'avez donné à vos filles. Franchement, honnêtement, je sais pas si c'est de la fierté, je sais pas si je serais pas plus fier de dire je suis resté dans 3 pays, mais moi je suis plus admiratif de gens comme side blogueurs, etc. qui vivent dans les pays en fait. Qui vivent vraiment, qui s'installent, qui deviennent un citoyen entre guillemets, qui... ils voyagent, mais ils prennent tellement leur temps que, après, c'est un mode de vie aussi. Hein. Ça te permet d'avoir plus de rencontres. Mais après, ça dépend de combien de temps t'as pour en profiter. Mais pas trop se mettre la pression de combien de choses tu vas voir et plutôt garder du temps pour... Tranquille. Pour rencontrer des gens. Et si tu veux rencontrer des locaux, il faut que tu te poses et que tu prennes ton temps parce que si tu changes si tu cours, d'endroit tous les 2 jours, etc., tu n'auras pas le temps. C'est ça.
Ok. Merci de m'avoir accordé tout ce temps-là et d'être passé sur la grande évasion. Merci à toi, Daniel. Et je pense qu'il y aura un deuxième épisode sur la route peut-être, ou alors quand vous reviendrez d'Amérique du Sud, si j'arrive à vous croiser ici ou là-bas, on se refera ça. Bien. Mais merci en tout cas. Merci à toi. Merci beaucoup. Si vous pensez que l'épisode peut intéresser quelqu'un, foncez, lui envoyez le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je laisserai un lien en description. Et d'ici là, restez connectés. Je suis Naïm Terrache et le but, c'est la grande évasion.